Bienvenue sur le podcast PMPT. Ou pour le meilleur et pour la transpi. Je suis Mathieu Frenchfuel. Et moi Anne de Anne et Dundidou. On va vous parler sport, bien-être, vie à deux et plus. Nous vous donnons rendez-vous un dimanche par mois pour échanger sur ces thématiques qui nous tiennent à cœur et pour répondre à vos questions. C'est parti! Bonjour à tous. Salut! On est content de vous retrouver pour notre deuxième épisode de la saison 4. Oui, c'est vrai, la saison 4, purée. Arrête de dire la saison 4 parce que j'ai l'impression qu'on vieillit trop vite, quoi. Mais non, on est là, on est présent. On est content de vous retrouver. Ça date déjà un peu quand même. Puisque... Oui, il y a eu du chemin, on en a fait depuis nos débuts. Mais vous êtes de plus en plus à vous mettre au vélo. Donc forcément, on s'est dit que ça serait sympa, nous aussi, de vous reparler de nos débuts puisque on est tous passés par là. Mais avant tout, donnons-nous quelques petites nouvelles. Quelques nouvelles en ce début d'année. Bah, écoute-moi, tout va bien, je crois. Et notre petit séjour en Italie avec, pour ma part, l'Ironman Italie. Et toi, tu as fait le 73. Donc c'était pour moi en tout cas un peu le plus gros événement de l'année sur lequel je m'étais quand même pas mal investi en temps, en énergie. Et ben, écoute, ça s'est bien passé. Malgré un week-end un peu particulier à cause des conditions météo. Super course, les conditions étaient finalement très bonnes. Et voilà, je pense que... Enfin, je suis satisfait de ma course dans son ensemble. Donc c'est voilà, très content d'avoir pu aboutir ces 2-3 mois de préparation. C'était top. Ça, en tout cas, ça m'a donné envie de m'inscrire à un prochain. L'année prochaine, voilà, pour 2023. D'accord. Je pense que... Encore un quatrième. Ouais, je pense que j'aimerais bien quand même en refaire un. Et cette fois, arriver à passer sous les 9 heures, ça sera la cerise sur le gâteau. Voilà. Et toi alors? Quoi de neuf? Comment c'était ta course? Bah écoute, moi c'était génial. J'ai sorti une petite vidéo YouTube si vous voulez aller la regarder où je vous parle de ma course. Et après, écoute, depuis, j'ai bien kiffé que Mathieu et moi on prépare le même objectif. Comme ça, on a pu faire plein de petites randonnées, petits trails pas très sympas, pas très loin de chez nous. Et donc, pour une fois, je fais pas tout ça toute seule. Ouais. Et tu peux venir avec moi et je trouve ça cool. Et là, bientôt, je sais pas quand est-ce qu'il va être publié le podcast, mais on s'envole pour la Réunion pour notre première participation à la Diagonale des Fous. Mais juste un petit bout de la Diagonale. Voilà, au Grand Raid de la Réunion et à la Mascareigne. Ouais, oui, c'est voilà. ça, c'est à peu près la moitié. Ouais. Et j'ai vraiment hâte parce que je sais pas s'il y a des Réunionnais qui nous écoutent, mais vous savez notre amour pour cette île, ça fait déjà la 3e fois qu'on y va. Donc Première fois sur cet événement, ça va être génial. Ouais, et on en rêvait. D'ailleurs, la première fois qu'on y était allés, vous avez été nombreux à nous demander est-ce qu'un jour? Moi, je disais non. Et puis bon, là, ça sera un premier pas. Et on a vraiment, vraiment hâte de retrouver la Réunion, voilà. Et l'ambiance, les paysages, les gens, la nourriture, tout ce qu'il faut, voilà. Sinon, après, bien sûr, rentrer très chargé, mais ça, c'est habituel. Et sinon, attendez, petite nouveauté les amis, si jamais vous êtes sur TikTok. Anne est sur TikTok. Anne est sur TikTok et elle s'amuse bien, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. C'est exactement la même chose, hein. Anne Dundidou, on va pas changer l'équipe qui gagne. Et écoutez, on va maintenant se lancer, on va pédaler dans ce nouveau thème que vous nous aviez pas mal réclamé. Et c'est vrai qu'on a fait durer le plaisir pour vous le proposer que maintenant. Alors, petite parenthèse, on ne va que très peu parler d'équipement parce qu'on avait déjà fait un épisode sur l'équipement donc qu'on utilise sur le cyclisme, que ce soit nos vélos, tout ça, comment choisir. Voilà. Donc on vous remettra le lien direct vers cet épisode dans la description du podcast et aussi pour tout ce qui est comment bien choisir son premier vélo, comment bien choisir ses chaussures, ses pédales, tout ça. Je vous conseille aussi d'aller jeter un petit coup d'œil à mon blog où il y a plein d'articles
où on avait vraiment traité avec un ami gérant de magasin de vélo toutes ces questions, donc que ce soit l'occasion ou le neuf pour le premier vélo. Donc franchement, allez-y, ça sera un peu mieux fait en plus que si on le faisait sur un podcast, parce que là vous avez vraiment des conseils que vous pouvez réutiliser facilement si vous vous rendez en magasin pour vérifier l'état du vélo, tout ça. Donc allez-y, on vous mettra les liens et maintenant on va plutôt vous donner des conseils et vous partager aussi nos propres galères quand on a débuté. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu te souviens? Quand est-ce qu'on a débuté? Alors moi je sais qu'on n'a pas débuté en même temps, que j'ai débuté avant toi. T'as débuté avant moi, effectivement. Ça date de quoi, 2015? Ouais, il me semble que c'était 2015. 2015, donc ça fait, on va dire, quasi tout pile 7 ans. Ouais, ça fait purée, ça passe vite, hein. Ça passe vite quand même, donc c'est vrai que depuis nos débuts, on en a fait du chemin, on en a parcouru des kilomètres, mais sachez qu'on a débuté vraiment, vraiment comme des débutants. Toi comme moi, on n'avait jamais fait du cyclisme. Ouais. Concrètement, hein. Moi, dans ma jeunesse, enfance, j'avais fait du vélo, mais voilà, principalement du VTT. Voilà, là, c'est la première fois qu'on investissait dans un vélo et qu'on se mettait vraiment à faire du vélo. De base aussi, il faut dire que si on s'est tourné vers le cyclisme, clairement, c'est pas pour le cyclisme, mais c'était pour le triathlon. Voilà, il faut aussi le dire, parce que chacun a sa porte d'entrée dans le cyclisme, et c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes qui débutent maintenant, débutent que pour le vélo, et pas pour le triathlon. Nous, en fait, on s'est lancé, enfin, moi la première, on s'est lancé là-dedans, parce qu'on voulait faire du triathlon, et l'une des disciplines du triathlon, c'est le cyclisme. Et en fait, moi, après mon premier marathon en 2015, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? C'est bien la course à pied, mais j'aimerais quelque chose de plus ludique. Et à vrai dire, à la base, je faisais de la natation à Paris. Et je me suis dit, tiens, le triathlon, c'est peut-être pas mal. Et finalement, une amie de ma mère faisait du triathlon et elle m'a dit, écoute, il y a le triathlon de la Grande Motte en juin ou en mai, je sais plus quand est-ce que c'était. Et si tu veux, je t'aide à t'entraîner et tu participes, ce sera ton premier et je te prête un vélo. Et donc en fait, ça s'est fait comme ça. Maud, si jamais tu écoutes, c'est vraiment grâce à elle que je me suis mise au triathlon, que j'ai fait mon premier triathlon de la Grande Motte où j'ai terminé certainement dans les derniers, je ne sais même pas. Mais en tout cas, j'ai terminé, c'était très très dur. Je me souviendrai toujours que Justine, ma demi-sœur, était venue nous encourager, que toi aussi t'étais là. Et donc j'avais un vélo qu'elle m'avait prêté et pour l'anecdote, c'était un vélo de marque Liv. Il était magnifique, il était tout blanc. Tombée amoureuse avec Liv. Ouais, je suis tombée amoureuse de la marque Liv à cette époque-là. En fait, je crois que elle me l'a prêté pendant tout l'été. Et en fait, j'en ai commandé un au solde en ligne. C'était quasiment le même modèle, mais en noir et bleu. Et je l'ai rendu forcément à la rentrée. J'avais mon vélo et en fait, je suis devenue pas accro au triathlon, mais voilà, c'était pas le cyclisme, mais c'est vraiment le triathlon que j'ai tout de suite aimé. Et d'ailleurs, on a refait un Et triathlon, on a fait un triathlon, tous les deux. Ouais. Je pense que tu l'as même acheté avant ton vélo, puisque on s'est inscrit à un triathlon. C'est le triathlon de C'était Chantilly. de Chantilly qui est fin août. Et donc c'était la même année. Oui, c'est vrai. Et moi je me souviens très bien, donc même raison, hein, débuter le triathlon. Et Il je me souviens. Il m'a vu, il s'est dit. J'étais trop jaloux. C'était trop jaloux, je vais faire pareil que elle. Voilà. Comme d'hab. Gros copieur. Et moi, pour la petite histoire, j'ai acheté mon vélo. Donc je l'ai acheté en ligne, donc je sais plus comment j'avais fait, j'avais quand même pris 2-3 conseils de personnes que je connaissais bien sûr, mais c'est vrai que c'était quand même un grand saut dans l'inconnu. Par rapport à j'ai la un taille, souvenir par rapport à la taille. Les composants. Je m'étais jamais posé la question des tailles, tu vois, avant, Ouais, c'est parce un qu'on n'avait casse-tête. jamais eu de vélo. Et je me souviens d'avoir été tellement choqué par les prix des vélos au début, parce que quand tu es complètement extérieur à ce monde-là, tu t'imagines pas combien ça peut coûter. Et c'est vrai que j'avais été choqué. Et finalement, voilà, j'avais eu une bonne affaire en solde sur un vélo quand même très abordable pour un vélo en carbone. Et j'ai le souvenir d'avoir reçu le vélo et de l'avoir monté peut-être 3 jours avant le triathlon. Enfin, c'était un truc... Non. Si, vraiment. On s'est entraîné en plus un peu avant. Je me souviens, à Paris, Quasiment pas. on allait rouler et tout un peu avant. Franchement, c'était genre 10 jours avant. Et pour moi. attendez, et juste pour que si jamais vous êtes débutant en triathlon, sachez que notre premier triathlon, on l'a fait, on n'avait pas de pédale automatique. Oui. On a fait en total débutant. On a loué... On a loué les combis de Nat. Ouais, c'était...
Enfin voilà, donc il faut vraiment vous dire que nous aussi, on est passé par là, hein. Ouais, on n'était pas à faire des Ironman et compagnie. Non, non, non. Pas encore. Et tu vois, Chantilly, et je me souviens que tu avais couru avec moi et que t'en chiais. Oui, alors moi en plus, je crois que c'était une année où j'avais été hyper blessé. Quasiment rien fait de l'année. C'était d'ailleurs pour ça que j'avais pas. Enfin, que je t'avais que suivi et encouragé à la Grande Motte, entre autres. Mais c'est vrai que c'était un Bah peu compliqué ce début dans le triathlon, mais comme quoi ça nous a plu. oui, franchement, on avait adoré, mais notre pratique vélo, ça restait vraiment dans l'optique de faire du triathlon. C'était pas pour faire du vélo Ouais, en lui-même, au quoi. départ c'était exactement Pour ça. vous dire, dès que la saison triathlon s'est terminée, bah, les vélos, ils sont restés globalement au chaud. On n'a pas fait du vélo pendant l'hiver, quoi. Et ensuite, même si on sortait pas trop souvent, c'est vrai, le vélo en hiver, surtout qu'on habitait en région parisienne, donc c'était pas la folie. Niveau météo, moi j'ai quand même un souvenir d'avoir commencé petit à petit aussi à faire du vélo taf. Et je trouvais ça hyper plaisant. Donc comme quoi on peut vraiment multiplier en fait le type d'utilisation du vélo. Voilà, nous c'était pas qu'uniquement pour faire de la compétition. Voilà, moi je l'ai utilisé pour aller au boulot à Paris et c'était très plaisant et ça me permettait aussi de faire un petit peu des kilomètres. Clairement, en fait, les premières années, on faisait surtout du vélo pour le triathlon. Et dès qu'en fait, il faisait pas beau, on sortait très peu les vélos. Et c'est vrai qu'habiter Paris a rendu très difficile de se lancer dans le vélo au début, parce que je me souviens, Mathieu, des fois le soir, on essayait d'aller rouler à Longchamp. Je garde un souvenir de Longchamp juste horrible. Et globalement, rouler à Paris, c'était vraiment pas évident. Nous, là, on habitait, il fallait traverser plusieurs portes de Paris et c'était genre l'anarchie totale. Souvent, bah, on se retrouvait à prendre le RER pour aller en Chevreuse parce que même la sortie de Paris, c'était un enfer pour moi. Donc en fait, ça a été très compliqué les débuts et je crois qu'on s'était vraiment mis au vélo et à faire un peu plus de distance que quand il faisait printemps-été et qu'on sortait en fait du côté utilitaire du vélo pour aller sur le côté plus sportif. Encore, je crois que tu vois, on l'a quand même fait un peu en dilettante parce que j'ai un souvenir en fait qu'on ait attendu ma fracture de fatigue, donc 2018, pour vraiment faire du vélo, tu vois. Ouais, j'allais dire Donc 3 ans. jusqu'à ce qu'on revienne dans le sud. Voilà, moi en fait, si je me suis vraiment mise sérieusement au cyclisme, en fait, c'est grâce, et ça c'est le côté très positif de la chose au final, grâce à ma fracture de fatigue, il faut le dire, qui était effectivement en 2017. Oui, c'est Ouais. ça. Ah, je crois que c'était Printemps 2018. 2017 Voilà. et ensuite on a emménagé dans le sud, on est retourné sur Montpellier au printemps, enfin en mai de mémoire et c'est vrai que tout ça réuni a fait que on a vraiment passé la seconde sur la pratique du vélo. Ouais, et après, moi, ce qui m'a motivée dans ma fracture de fatigue, c'est parce qu'en fait, j'avais eu le feu vert pour faire du vélo avant de la course à pied. Je me suis dit, mais en fait, t'as un vélo, tu fais du vélo, pourquoi tu vas pas enfin en faire plus? Parce que nous, on en faisait, mais c'était vraiment aller 2 heures par-ci, sans rien pendant 2 semaines, 3 heures par là. C'était très épisodique. Oui, et au final, en triathlon, on progressait pas du tout parce que, à cause de ça, en fait, on progressait pas parce que le vélo fait quand même, c'est une grosse part du triathlon. Et au final, quand tu pratiques pas le vélo, tu perds très très rapidement. En fait, à chaque fois, pendant je crois plusieurs hivers 2018, ouais, je crois que 2018, ça a été le seul hiver où on a continué à faire notre pause hivernale, de quasiment pas faire de vélo pendant l'hiver. Et la reprise au printemps, c'était tellement dur. Ça a été la dernière année où on a arrêté l'hiver. Enfin, tout ça pour vous dire que on a vraiment mis 1 ou 2 ans à se mettre sérieusement au vélo. C'est normal parce que nous, c'est un sport un peu, voilà, voilà, c'est vraiment un sport que vous découvrez de A à Z et vous avez très peu de personnes dans votre entourage qui peuvent vous assister. Bah oui, ça prend du temps parce que le temps de trouver des informations, le temps d'être rassuré, De trouver des parcours de aussi. trouver les On ne sait pas où aller parcours. rouler au Ouais, début. c'est ça. C'est vraiment un casse-tête. Et encore, nous, à notre époque, il n'y avait pas Strava qui était autant développé, il n'y avait pas autant de
D'outils, ouais. d'outils pour facilement s'orienter. Et c'est vrai que c'est compliqué, donc il faut prendre son temps. Voilà, donc ouais, je pense qu'on a bien mis 2 ans, voilà, à vraiment se mettre au sérieux au vélo. Et Et on était quand même sur des distances voilà, relativement courtes, hein. Au final, on partait 2 heures. on partait 2 heures. Moi, j'avais un parcours près de chez mes parents qui faisait 40-45 km et je le faisais tout le temps parce que je le connaissais, il y avait très peu de circulation et voilà. Après, j'ai eu de la chance que mon frère fasse aussi pas mal de vélo. Donc à chaque fois qu'il venait, je disais viens rouler avec moi. Et par contre, lui, il avait un niveau beaucoup plus avancé que le mien, donc il m'a pas mal aidé au début. Surtout, oui, sur comment me tenir, comment faire la danseuse, des petits conseils par-ci par-là. Mais ouais, autant vous dire que c'était difficile, hein. Je me souviens, moi, je crois que j'ai mis 1 an, donc 2015, premier vélo, et je crois que j'ai mis 1 an quand même à passer au pédale auto. Ouais, je crois que c'est ça. Toi, tu les avais direct, je crois. Moi, je pense que je les ai mises, ouais, quasiment direct, à part le premier triathlon, là, comme on a dit. Mais ouais, il me semble que j'ai franchi le pas un petit peu plus rapidement. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un step qui fait peur, en général. Voilà, à nous, à moi. C'était quelque chose, putain, comment je vais faire. Mais voilà, une fois qu'on le fait, on regrette pas du tout. Et pour moi, c'était aussi un peu un symbole du ok, maintenant t'es vraiment un cycliste. C'était un peu, en tout cas, dans mon esprit, c'était un peu comme ça. Et surtout dans la pratique, hein, quand on roule en pédale auto, ça a quand même rien à voir avec voilà, des pédales plates ou juste des petites cales avec ses chaussures de running. Moi, j'ai un souvenir, franchement, ça a été très difficile. Je crois que passer la barre des pédales auto, c'était dur, hein. J'ai vraiment un T'osais pas, hein. souvenir. Non, mais j'ai un souvenir très très clair des chutes que j'ai pu faire dans la première sortie où on était allé vers les plages, je m'en souviens. J'étais tombée dans la rue. Fameuse chute à l'arrêt. Mais oui, donc non, mais c'est pour vous dire que ça arrive à tout le monde, voilà quoi. Et je me souviens, je t'ai dit. En plus, déjà d'une part, ça coûte cher. Tout coûte cher C'est vrai que en maintenant, vélo. maintenant on a l'habitude, mais quand on rentre dans ce truc, on se dit, mais attends, mais c'est super cher et elles sont super moches ces chaussures parce que franchement, il y a 5-6 ans, les chaussures de vélo, c'était vraiment, mais C'était pas joli. c'était pas comme c'est maintenant, hein. Là-bas, avant, si tu voulais avoir des très belles chaussures de vélo, ça coûtait 300-400 euros. Et si tu voulais mettre quoi, 80 € maximum, mais c'était moche. Oui, t'avais les trucs un peu. Ah, Bah, c'est vraiment entrée de moche. gamme à scratch, quoi. Mais bon, on a commencé par ça, hein. Bah oui, oui, oui. Et Moi moi, je aussi, les ai j'avais toujours, hein. mes scratchs là, blanches, Bien aéré, où t'as bien froid. où t'as très très froid l'hiver, effectivement. Après, voilà, c'est aussi des investissements. En général, c'est pas comme. Nous, c'est vrai qu'on avait, on avait un peu les schémas running. Oui, Et on se disait, bah oui, une paire de running, ça vaut 100 balles. Et tu la changes assez souvent. Une paire de chaussures de vélo, oui. finalement, elle peut durer vraiment très longtemps dans le temps. Bah, les années, Les pédales, c'est pareil. ça se Nous, change on pas. a des pédales, je crois qu'on doit avoir On les les a paires, toujours, hein. on a les paires de pédales qu'on utilise de nos débuts aussi. Ah oui, ça c'est sûr, Même hein. si on en a acheté en plus pour nos autres vélos, on les a. Donc voilà, c'est des investissements beaucoup plus durables pour le coup. Oui, mais voilà, et c'est sûr qu'en fait, il faut aussi se dire voilà, que le vélo, le problème, c'est qu'il y a une très très grosse barrière à l'entrée en termes de prix, d'investissement. Mais une fois que c'est fait, vous n'êtes pas censé les refaire avant plusieurs années. Voilà. Pour revenir aux pédales automatiques, puisque c'est clairement un sujet, hein, donc effectivement, il y a ce côté confort, efficacité. Et c'est vrai que tout le monde se dit, ouais, quand on débute le vélo, pourquoi il faut absolument passer aux pédales auto? Honnêtement, n'attendez pas en fait. On se dit toujours, oui, je ferai les pédales auto. Honnêtement, si vous passez pas le stade rapidement, clairement, vous allez Vous risquez de développer comme une phobie, une quoi, une peur en phobie. tout cas. Après, moi, mon conseil, je l'ai déjà donné sur Instagram, mais c'est prenez une après-midi. Voilà. Prenez vos pédales auto, regardez comment ça fonctionne, réglez la résistance, c'est comme des fixations de ski, hein. Réglez la résistance au minimum pour pouvoir déclipser très très facilement. Installez vos cales, mettez-vous contre un mur, clipsez, déclipsez, clipsez, déclipsez, clipsez, déclipsez. Ne faites que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Et je peux vous assurer que une fois que vous avez compris le truc,
Ça va juste être une question d'anticiper et de ne pas oublier que vous êtes, voilà, je sais que c'est très angoissant pour les personnes qui débutent, attachés à votre vélo. Mais promis, après, une fois que vous avez compris le truc, là, ça va être juste d'anticiper les arrêts et de mettre votre pied fort du bon côté. Donc, en fait, souvent, on a un pied qu'on va plus facilement poser en premier au sol, le droit ou le gauche, et qui va plus facilement clipser en premier et voilà, vous élancer, faire le premier coup de pédale. Et une fois que vous avez compris ça, il y aura 3-4 sorties qui vont être un peu difficiles. Mais après, c'est vraiment que du plaisir. Et franchement, moi, c'est dès que j'ai mis les pédales auto, ça a été plus sérieux ma pratique. Puis Bah, c'est plus plaisant. oui, parce que en fait, il y a vraiment une différence de confort. Mais vraiment, hein, c'est Bah, assez. de confort et tout simplement de la façon dont est fait et conçu le pédalage. On appuie et on tire, en fait. Donc, très clairement, c'est fait pour. Donc ça, c'est vrai que ça, c'était un gros step. On ne peut que vous encourager à vous y essayer. Et promis, c'est comme la première fois qu'on vous enlève les petites roulettes quand vous êtes petit à vélo. Ça fait peur au début. Et puis après, ça s'apprend très très vite. Et puis après, on l'apprend, c'est appris, c'est acquis pour la vie. Moi, je me suis beaucoup posé la question aussi au début. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on lit ou qu'on peut entendre quand on est vraiment extérieur à ce monde-là. C'était la question du cuissard et du fait de garder son sous-vêtement, donc pour ma part mon caleçon ou mon boxer, sous le cuissard. Ça, j'ai les souvenirs, en tout cas, d'avoir mis mes boxers, mes caleçons sous le cuissard les premières fois, puis me rendre compte que c'était pas hyper agréable. Et après quelques recherches ou en ayant vu, je sais pas, des posts comme quoi c'était une erreur, j'ai vite rectifié le tir. Et Mais c'est vrai que attends, mais c'est... j'ai pas du Moi, tout. j'ai essayé, c'est sûr, Moi, je je suis sais que. sûr qu'au début, j'ai dû le faire. C'est sûr. Quelques fois, hein, vraiment très peu, Moi, je sais que c'est la première chose que donc Maud tu as dit. m'a dit, c'est ne surtout pas mettre de sous-vêtements sous mon cuissard. Et ça a été la première chose qu'elle m'a dit. Après, il faut... Bon, vous entendez pipe à boire à côté. Hein. Après, il faut dire aussi, et ça c'est un truc à l'époque, quand j'ai voulu acheter mon premier cuissard, je suis donc allée à Decathlon. Il n'y avait pas de rayon femme déjà, d'une part pour le cyclisme. Je suis donc allée au rayon homme et je me suis trouvé donc un cuissard en XS, je sais même plus. Ce qui est bien, c'est que les cyclistes, ça taille assez petit. Et ouais, donc pas de sous-vêtements. Et ça, c'est un truc qu'on m'a appris dès le début parce que ça frottait, ça allait faire mal. Après, bon, le cuissard en général ne doit pas non plus être pris au rayon homme. Mais clairement, nous, quand on a débuté, les rayons femmes sur les marques de cyclisme, c'était proche de zéro. Du néant. De néant et c'était où c'était très 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 moche. Donc heureusement les choses ont changé, les choses ont changé très vite plutôt. Mais ouais, ça c'est un truc les amis, il faut surtout pas mettez surtout Ne pas de faites pas ça, sous-vêtements, voilà. c'est une erreur. Parce que clairement ça peut vous apporter des irritations, ça fait très très mal, faut le dire. Hein. Par exemple, moi quand je me retrouve à malencontreusement porter un cuissard qui a été fait pour un homme, et ben j'ai la chatte en feu. Voilà, ça frotte devant, c'est atroce, ça fait super mal. Et ça peut aussi, ça peut aussi frotter sur votre popotin et ça vous fait des cloques. Ça fait très mal, voilà. C'est comme des ampoules, mais à des endroits qu'on ne voudrait pas imaginer. Voilà, pour le point cuissard. Après, voilà, moi, si vous êtes une femme, on prend un cuissard pour femme. Voilà, voilà. Ensuite, il y a aussi la question d'avoir mal au popotin. Et ça, tu vois, j'ai pas le souvenir d'avoir eu mal aux fesses quand on a débuté le cyclisme. Toi, t'as le souvenir d'avoir eu Moi, si, quand même. Hein. des jours comme ça? Moi, si, je me souviens, dès qu'on passait quand même plusieurs heures sur le vélo, j'avais tendance à avoir mal aux fesses. Ça, c'est clair. Ça peut être lié au cuissard. Donc, faut savoir aussi, hein, bon, on en avait déjà parlé, mais il y a cuissard et cuissard avec différentes épaisseurs de peau de chamois. Donc, ce qui fait le confort entre vos fesses et la selle. Et après, il y a aussi effectivement la selle. Nous, on avait des vélos, enfin, en tout cas, moi, j'avais un vélo entrée de gamme. Et c'est vrai que la selle était entrée de gamme également. Hein, donc, c'était pas méga confort. Peut-être qu'elle n'était pas très adapté à mon fessier. J'avais quand même assez mal dès qu'on passait
3 heures ou plus sur le vélo. Donc moi, j'ai pas ce souvenir de douleur au cucu, tu vois. Après, je pense qu'en fait, vu que dès le début, dès mes débuts, j'ai eu la chance d'avoir un vélo adapté à la femme. Et quand j'ai commandé mon vélo, il y avait déjà une selle pour femme dessus. Et ensuite, quand on était à Paris, on avait notre super voisin vélociste que Mathieu connaissait. Kevin, si jamais tu passes par là. Qui nous a beaucoup aidé sur les réglages. Et moi, j'ai eu une étude posturale, je crois, assez rapidement. Globalement, le cucu, ça a été. Cela étant dit, j'avoue que des fois, il y a quand même, ça arrive d'avoir mal aux fesses, même quand on a fait du vélo depuis plusieurs années. Pour le coup, sur les fessiers, quand on débute, moi, mon conseil, c'est vraiment éliminer 3 problèmes qui sont récurrents. Donc, c'est déjà un cuissard qui n'est pas adapté. Donc, on a dit, on prend un cuissard femme quand on est une femme, on prend un cuissard homme quand on est un homme. Même si on est féministe, s'il vous plaît, c'est vraiment juste une question d'anatomie. Là, en bas, on n'est pas pareil, voilà. D'une part. D'autre part, on a une selle adaptée à sa pratique. Voilà, il existe des selles pour hommes, il existe des selles pour femmes, il existe des selles en fonction de votre poids. Voilà, il y a plein de selles différentes, des fois qui n'ont rien à voir aussi avec le sexe, et qu'il faut aller essayer en magasin, tout simplement. Vous pouvez aussi en commander sur Internet, mais vu le prix de la selle, il vaut mieux des fois se rendre en magasin, d'une part. Et ensuite, pour finir, vraiment, avoir une étude posturale, c'est assez rapide, avoir son vélo qui est bien réglé. Alors ça vous évitera des douleurs aux fessiers, mais ça vous évitera des douleurs tout court, parce que ça par contre, je me souviens la première année, dès qu'on faisait du vélo, j'avais super mal aux genoux et aux cuisses à l'intérieur. Enfin, ça allait pas du tout. Et vraiment, le vélo, le réglage, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est essentiel. C'est pas juste régler la hauteur de selle. C'est vraiment régler... par exemple, quand vous mettez les cales, c'est bien régler les cales pour pas que vos genoux soient trop en dedans ou trop en dehors, ou trop avancés, trop reculés. C'est pareil avec l'inclinaison de la selle, avancer, pas reculer, la hauteur. En fait, il y a vraiment plein de réglages à faire, le cintre, enfin, il y a plein de choses à régler. Et ça, c'est important de faire la démarche, d'aller en magasin, de faire cette étude posturale qui, je crois que ça coûte vraiment pas cher. Non, ça coûte cher peut-être. Si, ça coûte un peu cher, mais déjà un réglage, mais même ne serait-ce que la hauteur de selle. Moi, j'ai un souvenir comme quoi on était beaucoup trop haut. Non, on était trop haut pour moi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai ce souvenir-là. J'ai même en mémoire, je te vois pédaler, où on était vraiment sur la pointe et quasiment jambes tendues. Il faut savoir que... Et ça, on vous invite à aller sur le blog de Anne. Justement, ces vidéos que tu avais pu faire avec Kevin, je pense que vous l'abordez. Mais il y a la jambe, en fait, elle ne doit pas être complètement tendue. Et moi, je me souviens que c'était le cas. Et ça génère des blessures. Et je sais, des fois, on en voit des personnes qui roulent. Tu le vois direct, en fait. Oui. Qui sont trop hauts parce qu'il y a comme presque un déhanchement même pour certains. Et ça, c'est pas bon du tout. Et c'est vraiment quelque chose qui peut vous faire générer des blessures et ne pas vous faire aimer la pratique du vélo. Parce que forcément, vous êtes pas confortablement assis sur le vélo. Donc ça, important. Après, moi, je me rappelle aussi, et je pense que ça, il y a beaucoup de débutants qui peuvent l'avoir, et même d'ailleurs pas forcément que les débutants, c'est la peur d'avoir un problème mécanique et notamment une crevaison. Alors pas si tu te souviens. Ça, tu vois, c'est aussi un obstacle en tant que femme. C'est aussi peur d'avoir des soucis en général, de rencontrer, de se faire suivre en voiture, de se dire... et surtout, le problème, c'est que quand t'as une merde, que t'es sur le bas-côté en tant qu'homme, ça va. Mais quand t'as une merde et que t'es sur le bas-côté de la route quand t'es une femme, alors là, tu peux vite être emmerdé. Ouais, très rapidement même. Donc, moi, personnellement, voilà, dès que j'allais faire du vélo, je faisais attention que genre ma mère sache où j'étais, sur quel parcours, pour si j'ai un problème, voilà. Moi, je me rappelle qu'à chaque fois que tu sortais, que quand tu sortais toute seule et que moi, je sais pas, je sortais pas, tu me disais, si j'ai un problème, tu viens me chercher, je t'appelle, tu viens me chercher. Je me rappelle, tu disais ça tout le temps. En fait, le problème, c'est que, tu vois, quand on va courir, on se dit, au pire, je marche si je suis blessée, tu vois. Mais à vélo, loin. On est vraiment loin, tu vois. Genre, à Paris, tu dis, je vais appeler un Uber, je vais prendre le RER. Moi, au début, je faisais des parcours où je me disais, au pire, je peux retrouver un tram. Voilà, au début, je faisais les parcours autour des plages. Franchement, c'était 2017, c'était la galère. Et clairement, en fait, ça a été d'apprendre la mécanique de mon vélo et que me dire que globalement, un vélo bien entretenu,
il peut rien lui arriver hormis la crevaison. Et la crevaison, les amis, ça se répare et ça s'apprend. Et ça encore, c'était à l'époque où il n'y avait pas la super technologie, alléluia, du tubeless. Et le tubeless, franchement, là, il faut vraiment se Ça, lever. toi, ça t'a changé la vie, mais plus presque psychologiquement dans ton approche. Non, mais c'est vrai, je sais plus. pas, hein. Non, mais moi, je me souviens que justement, t'avais quand même cette peur de crever, alors qu'en plus, tu crevais jamais, contrairement à moi. Attends, je touche du bois parce qu'il va me Parce que il moi, va j'ai me donner, crevé, il crève tout le temps, j'ai lui. crevé des dizaines et des dizaines de fois, surtout sur les 3-4 premières années, alors que toi, tu ne crevais jamais. Mais ouais, t'avais justement cette appréhension, parce que, étant donné que tu ne crevais pas, tu n'avais pas à réparer. Non, mais Et attends, moins et j'ai appris à réparer parce que... Oui, mais tu ne pratiquais pas la réparation puisque tu ne crevais pas, contrairement à moi. Donc moi, c'est vrai que crever, finalement, c'était devenu presque un passe-temps. On rappelle que j'étais c'est pas pro. crever, c'est vraiment crever le pneu. T'es pas crevé. Non, oui, crever la chambre à air. Crever la chambre à air, bien entendu. voilà. Après, voilà, juste pour revenir sur le tubeless, franchement, maintenant, c'est une technologie qui est généralisée quasiment sur tous les pneus. C'est comme en fait un pneu de voiture. Il y a un liquide entre le pneumatique et la roue. Il n'y a pas de chambre à air. Il n'y a pas de chambre à air, voilà. Déjà, Il y a un liquide. Et donc, si vous crevez, en fait, le liquide va reboucher le trou et va vous permettre de rentrer. Voilà. Donc, si jamais vous êtes à 50, 60 km de chez vous, vous pourrez rentrer. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Par contre, j'entends beaucoup dire oui, mais non, ça marche pas à chaque fois. Là, en fait, il faut vraiment le faire faire par un professionnel. Voilà, c'est pas oui, c'est pas un truc anodin. faire monter un pneu tubeless. Il faut vraiment avoir des compétences pour le faire. Voilà, genre vraiment, faites-le faire parce que sinon vous allez retrouver... ça s'apprend, mais voilà, en tant que débutant, et c'est clairement pas le premier truc qu'on va vous conseiller de faire. Mais voilà, si vous pouvez avoir des pneus tubeless sur votre vélo, c'est clairement... Moi, ça m'enlève. Toi, ça t'a rassuré. Ah, mais moi, ça a transformé... Mais maintenant, moi, je me fais des 100 bornes toute seule, mais avec zéro appréhension, en fait. Parce que je me dis... voilà. Oui, à moins et après, et aussi, il faut aussi se dire, maintenant que j'en fais beaucoup du cyclisme, en fait, franchement, quand vous êtes en week-end, vous croisez beaucoup de cyclistes. Et clairement, tous les cyclistes, même si vous êtes en train de faire une photo du paysage, allez, 9 cyclistes sur 10, ils vont vous demander si ça va quand ils vont vous dépasser. Parce qu'un cycliste qui est sur le bas-côté, on laisse pas un cycliste sur le bas-côté tout seul. On va savoir ce qui lui arrive. Et clairement, regarde, le nombre de fois nous on s'arrête, on prête une pompe, on aide un gars parce que voilà, il a besoin d'aide. Parce qu'on sait que si on est dans cette galère un jour, on sera aidé donc c'est pour qu'on ça. veut être aidé. C'est pour ça, donc il faut toujours se dire qu'il y aura toujours peut-être un cycliste qui va vous s'arrêter pour vous aider. Peut-être pas un automobiliste, ça c'est sûr, hein, mais voilà, il faut toujours se dire qu'il y aura peut-être quelqu'un. Après, cela n'empêche pas, quoi qu'il arrive, et ça j'insiste en regardant Mathieu, d'avoir toujours un matériel nécessaire pour changer, réparer. Et cela inclut une pompe et une chambre à air et des démonts de pneus. Voilà. C'est tout ce qu'il vous faut. C'est tout. Donc il faut toujours avoir cette petite sacoche magique comme à votre vélo. Et si jamais vous vous dites que vous êtes nul à chier, que vous arrivez vraiment pas à changer votre chambre à air, il existe aussi des bombes anti-crevaison. Oui. Qui peuvent aussi mettre... Alors là, par contre, clairement, il faudra changer le pneu derrière parce que c'est un liquide dégueulasse. Là, c'est un liquide vraiment... C'est un peu comme le liquide tubeless, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est un peu pareil, mais là, ça a vocation à être vraiment très temporaire. Voilà, ça va regonfler votre pneu, ça va boucher le trou. Mais par contre, là, il faut vite rentrer à la maison, fils. Hein. Ouais, je suis pas sûr qu'on ait déjà utilisé. Non, pas. On en a une. Et voilà, mais c'est juste pour vous dire que ça existe. Et vous pouvez aussi en avoir une. Moi, il m'arrive d'en prendre une sur les Ironman aussi, de la mettre au cas où, parce que je me dis, tu sais quoi, s'il me reste que 5 bornes, je vais pas m'amuser à changer ma chambre à air, je vais mettre un petit coup de pip shit et puis on avisera après. Et puis c'est bon. Voilà. Donc franchement, regardez les tutos sur YouTube et même qu'est-ce que ça peut faire si vous passez 1 heure à changer votre chambre à air pendant une sortie le dimanche en regardant un tuto YouTube dans le trou du cul de l'Ardèche. Voilà, et que je confirme avoir galéré plusieurs fois sur des... Bon voilà. Après par contre, moi je vous le dis parce que j'en ai un à la maison qui crève, mais il crève aussi parce qu'il garde des pneus dans des états. Ça fait très longtemps que je ne crève plus
autant qu'avant. Alors, juste la crevaison en décembre dernier où ça m'a explosé à la gueule, c'est parce que tes pneus, ils étaient usagé, t'aurais jamais dû continuer à rouler avec ça. Donc là, c'était pas une crevaison parce que il a roulé malencontreusement sur un clou. Ça a juste explosé parce que son pneu était tellement vieux, tellement usé jusqu'à la corde que c'est la corde qui a explosé quoi. Non, 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 pas de Ah oui, ces commentaires. pneus-là étaient vraiment fatigués, mais Voilà. je Donc les avais les amis utilisés, je sais plus pourquoi. aussi, il faut se responsabiliser vis-à-vis de votre vélo. Voilà, parce que il faut l'emmener de temps en temps chez le réparateur, il faut suivre Petite révision. voilà, il faut suivre voilà le vieillissement de votre pneu. Vous avez des témoins à ce sujet-là sur le pneumatique pour voir comment c'est usé ou pas. Et vous, même sur Strava, vous pouvez aussi mettre le kilométrage de vos pneus et les suivre. Moi, clairement, je change en été, je change en juillet et je sais que clairement, il va falloir que je rechange en septembre parce que je roule beaucoup en juillet, août. Voilà, donc c'est important de se le dire. Il n'y a pas de questions connes. Moi, franchement, mais mon réparateur, d'ailleurs, je vous le conseille. Non, je vous le conseille pas parce que sinon, après, je pourrais plus y aller autant que je veux. Non, mais voilà, c'est comme au garage. Vous téléphonez, vous dites oui, nanani, nana. Ok, l'atelier, je vous prends un rendez-vous tel jour. Vous l'amenez le matin à l'ouverture et vous le récupérez le soir ou le lendemain. Ça dépend de votre réparateur. Voilà. Et moi, franchement, des fois, je dis oui, il y a un bruit bizarre dans la chaîne et tout, nanani, nanana. Je le montre même pas à Mathieu parce que bon. Elle n'a pas confiance. J'ai pas confiance en lui, et heureusement parce que bon, des fois, Attends, j'ai des grandes capacités j'y maintenant. vais. Des fois, ils me disent bah c'est parce que la chaîne elle est trop vieille, on va vous la changer. Parce que c'est parce que il y a un problème avec le dérailleur. Et voilà, en fait, voilà. Et franchement, il faut se dire que les personnes qui tiennent ces magasins, quand vous tombez sur des bonnes personnes, ils sont passionnés. Donc posez des questions, éduquez-vous, apprenez à votre machine parce que en fait, en vrai, un vélo c'est quand même assez simple en termes de mécanique. Et une fois que vous avez compris comment il faut l'entretenir à la maison, le nettoyer, mettre un peu de graisse, tout ça, l'emmener tous les 3, 4, 5 mois chez le réparateur, bah voilà. Voilà, et c'est juste ça. Et franchement, moi, en fait, maintenant que je me suis prise en main, que j'attends pas oui Mathieu, tu crois qu'ils sont comment mes pneus? Bah voilà, maintenant je me dis, eh ben je commande mes pneus, je prends mon rendez-vous et j'y vais, et voilà, je me prends en main, je me prends en charge. Maintenant je roule et j'ai confiance parce que je sais que mes pneus sont nickel. Quand je vois qu'il y a un souci, quand je vois que je freine plus assez bien, et ben voilà. Oui, et ça permet en plus de ça d'apprendre aussi et de pouvoir apprendre à faire certaines choses de soi-même. Mais vous n'êtes pas obligé, voilà. Non, il n'y a aucune obligation à vouloir apprendre ou à apprendre à faire soi-même sa mécanique. Après, cependant, voilà, il y a des petites choses qui sont très simples finalement à faire. Oui, qu'on peut apprendre. Enfin, je me rappelle. Bah si, changer des patins, il y a... Oui, ça on a appris à le faire. Franchement, mais Pipa pourrait le faire. Tu veux qu'on parle de tes patins là de frein à disque Oui, mes plaquettes. Mais ça, c'est juste que je les pousse un petit peu trop loin dans leur retranchement. Voilà, mais c'est pareil, c'est hyper simple à changer. Et ça permet de faire des économies au final. Ouais, mais vous n'êtes pas... Voilà, c'est ce que je vous dis. Juste, si vous n'avez pas envie de cette charge mentale supplémentaire, comme c'est mon cas, que vous vous dites que, voilà, je préfère que des gens le fassent, parce que j'ai plus confiance en ces gens-là qu'en moi-même. Changer ta plaquette, je le fais. Bah ouais, mais il a dit que c'était pas très bien fait. Il a dit que c'était sale. Ah mais ça, c'est toi qui nettoies pas ton vélo. Non, il a dit que c'était sale là où tu avais mis tes plaquettes. Donc, voilà, vous faites confiance à des gens et je peux vous assurer que quand vous donnez votre vélo à réparer à des gens dans lesquels vous avez confiance, vous aurez ensuite confiance dans votre vélo et il n'y a aucune raison qu'il y ait une panne. Voilà, vraiment, je vous assure. Et une fois que vous avez passé ce stade-là, bon entretien, bon équipement, le truc de secours avec vous, ben voilà, roulez jeunesse. Qu'à rouler. Voilà. Il n'y a plus qu'à rouler. Et moi, ça me fait penser à un autre point. C'est poser la question, et en tout cas, on l'a vécu à nos débuts, c'est justement rouler seul ou en groupe, ou en tout cas seul, on va dire à deux, ou en groupe, / peloton. Et ça me fait penser justement, tu t'évoquais au tout début l'hippodrome de Longchamp, qui est un peu un des rendez-vous pour rouler quand on est à Paris. Et c'est vrai que ça a ce côté pratique parce qu'on est... on est isolé des voitures, on n'a pas besoin de... Enfin, on pose un petit peu le cerveau. Sauf que, quand on débute, c'est méga intimidant. Parce qu'il y a beaucoup de vélos. Donc là, c'est vraiment du... Et c'est surtout que c'est pas très féminin là-bas aussi. Oui, il y a ça aussi, mais c'est surtout que ça roule en peloton, ça roule très vite. Parce que pour le coup, il y a vraiment tous les niveaux. Et notamment du très très haut niveau, finalement.
Rouler en peloton, ça s'apprend. C'est pas quelque chose d'inné. Et ça fait peur aussi. Ça fait très peur au début. Moi, je me rappelle, voilà, même mes premières fois en petit peloton, on n'a pas les réflexes, on ne connaît pas trop les codes non plus, puisqu'il y a des choses qu'il faut faire ou ne pas faire. Parce que on roule autour d'autres cyclistes et la moindre erreur finalement peut nous faire chuter et faire chuter les autres. Donc ça, c'est vrai que c'était hyper effrayant au début. Et moi, j'y suis allé un petit peu et j'ai continué un petit peu, mais c'est vrai qu'on préférait s'éloigner et rouler, on va dire, à deux, tranquillement. Oui, et surtout pour moi, personnellement, ma pratique du vélo, si je l'ai développée, ça a été surtout pour découvrir des paysages. En fait, le vélo, j'ai commencé à adorer ça parce que je trouvais qu'on pouvait partir très loin, en beaucoup moins de temps qu'en course à pied et surtout en beaucoup moins de fatigue et voir beaucoup de paysages différents. Et franchement, moi, le vélo, ça m'a permis de découvrir ma région d'une autre manière et j'ai adoré. Ça n'a jamais été en groupe, en fait. J'ai fait très peu de sorties groupées parce qu'effectivement, je crois que Longchamp, ça m'a traumatisée. Franchement, ouais, c'est un peu l'extrême. surtout qu'à Longchamp, en fait, tu te fais rattraper par des gens, ils sont souvent super mal polis, te hurlent dessus de te pousser, de nana. Enfin, c'est plutôt une zone d'entraînement. oui, mais quand tu débutes, clairement, voilà, c'est voilà. pas Et puis, forcément franchement, quand t'es une femme, voilà. Moi, les peu de fois où on y allait, j'ai pas du tout aimé. Et puis, franchement, tourner en rond comme un hamster, c'était pas du tout mon kiff. Après, ça peut avoir ce côté rassurant. Alors, pas à Longchamp, hein, là, c'est vraiment l'extrême. Mais de rouler En groupe, oui. en groupe avec des amis ou un club, je sais pas. Enfin, ça peut avoir ce côté rassurant, justement, quand on n'a pas l'habitude peut-être des routes, on sait pas où aller rouler, on a peur peut-être du problème technique, de la crevaison. Voilà, ça peut avoir vraiment ce côté rassurant d'avoir des personnes un petit peu plus Tout à fait. expérimentées. Et après, il faut savoir qu'il y a plein de sorties groupées qui sont organisées autour de chez soi. Il suffit peut-être de se rapprocher d'un club, d'échanger un peu, de téléphoner, de regarder sur Facebook, de regarder sur Strava. Il y a plein de clubs maintenant qui organisent des sorties débutantes. Et en fait, ça vous permet clairement de découvrir d'autres personnes. Après, moi, tu vois, la seule chose qui m'embête, c'est le nombre de fois où je croise des groupes soi-disant débutants à Montpellier, où les gars, clairement, ils sont à 25 km/h. Genre, moi, atteindre les 25 km/h, j'ai mis quand même 1 ou 2 ans, tu vois, de moyenne. Quand t'es débutant, t'es à 22 km/h maximum. Voilà, des fois, il faut vraiment faire attention à ces histoires de groupes débutants et assurez-vous que c'est vraiment le cas. Bon, voilà, le cyclisme, ça reste un sport d'ego des fois. Et de gros matos. De gros matos, ça. N'hésitez pas à vous renseigner. Des fois, il y a des petits groupes, des trucs voilà, toujours très sympa, même des femmes qui organisent ça. Il faut juste regarder dans votre région sur Strava, ou même juste, des fois même sur Strava, contacter quelqu'un, laissez-lui un petit commentaire, vous voyez qu'il roule dans votre région en disant oui, je suis ta région. Pas en mode creepy, quoi, mais voilà, ça se fait parce que moi, par exemple, une amie maintenant, c'est elle qui m'a fait découvrir pas mal de routes parce que quand j'ai emménagé à Montpellier, elle faisait du vélo, on a commencé à rouler ensemble et maintenant on roule très souvent ensemble. C'est comme ça qu'on rencontre d'autres personnes et qu'on se fait des amis, mais globalement, Mathieu et moi, on est plutôt des loups solitaires. Mais c'est aussi parce que c'est notre pratique du triathlon qui fait que nous, on aime bien être tout seul parce qu'en triathlon, dans notre pratique, c'est un effort solitaire aussi. Mais après, c'est clair que le peu de fois où on a fait des sorties en groupe, c'était cool, quoi. Ouais, c'est super plaisant. Super plaisant. Pouvoir discuter, ça passe très vite. Ça passe plus vite, ça c'est sûr. Après, moi j'aime. Voilà, les gens des fois ils sont oui, ça passe super vite, mais moi j'aime bien aussi quand ça passe, quoi. Ça passe pas vite. Ça passe pas vite parce que je kiffe chaque kilomètre, je kiffe chaque paysage. Donc voilà, mais c'est juste un équilibre à trouver. Mais clairement, ça s'apprend à rouler en peloton et quand on est débutant, il vaut mieux éviter les gros pelotons de 30 personnes et être plutôt dans des groupes de 5 personnes maximum. Après, c'est vrai que dès qu'on est en peloton, on a cette magie de la vitesse. Et je crois que c'est ce que j'ai commencé à aimer, c'est qu'en vélo, voilà, au début c'est dur, hein, parce que clairement, en vélo, 2 heures, 1 heure et demie, ça paraît très long. Enfin, ça va. Mais... Ça paraît très long en fait en running.
Parce que je suis désolée, mais 1h30, tu le fais pas tout le temps en course à pied. Tu fais genre Oui. 30, 40 minutes, 1 heure, mais tu fais 1h30, c'est genre une fois par semaine. Et encore, quand tu prépares quelque chose, en vélo, on va dire que c'est plutôt très court. C'est genre plutôt une sortie courte, 1h30. Et c'est vrai qu'au début, il faut construire cette endurance. Et voilà, il faut se dire, bon, bah, je fais 1 heure, 1h15. C'est vraiment comme en course à pied, il faut redébuter par les bases et allonger petit à petit. Et le problème, c'est qu'en vélo, c'est que vous faites des parcours et des fois, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, des fois le parcours il fait 30 bornes et ben quoi qu'il arrive, il faudra faire les 30 bornes. Et des fois ça va vous prendre plus de temps que prévu et il faut accepter de prendre ce temps-là et surtout de bien vous ravitailler parce que clairement en vélo, d'ailleurs c'est peut-être la chose après, C'était exactement le c'est point suivant. le problème de la fringale et clairement on a beau venir de la course à pied, nous on avait déjà fait des marathons, des trucs super longs, et ben ça surprend toujours parce que en vélo t'es bien, et en fait Mais t'es bien, bim, mais alors le mur en marathon c'est du pipi-tcha à côté de la fringale à vélo parce que en fait tu as atteint un fond tellement profond que le temps de remonter tu vas être très en très lent hippo. en hippo et très très lent sur ton vélo, mais pendant très longtemps. Je sais pas pourquoi c'est aussi violent, mais et ça m'arrive encore. Hein. Et c'est violent parce qu'on s'alimente. Enfin, c'est surtout violent quand on s'alimente pas de façon adaptée. Et c'est vrai qu'au début, on sait pas trop. Voilà, il y en a qui ont tendance à manger je sais pas combien de barres. L'impression qu'ils font que manger, alors que d'autres, voilà, comme nous, on avait tendance plutôt à Plutôt attendre l'inverse, d'avoir ouais. faim pour manger un truc. Et finalement, c'est pas très bon. Mais surtout parce que nous, en fait, t'as ce truc du ouais, mais le vélo, c'est un mode de déplacement, c'est pas un sport. Et en fait, je pense que tu vois pas le côté ravito. Et surtout, faut le dire, moi, j'ai aucune honte à le dire. Quand j'ai débuté le vélo, et toujours actuellement, c'était une galère, en fait, d'avoir l'équilibre, d'une part, pour boire et pédaler. Non, mais Hein, faut le dire. Non, mais t'as le droit de pour le dire. t'alimenter en Et roulant. Oui. imagine manger et pédaler avec des voitures, faire ton itinéraire, ne pas te perdre. Non mais attends, c'est et le fait de t'arrêter, manger, repartir, avoir froid. Non mais en fait c'est ça, et quand t'es débutant c'est atroce, et juste les amis, je vais faire une petite parenthèse, là ça fait quoi, ça fait 5 ans qu'on fait du vélo sérieusement, moi j'ai le Ventoux, je l'ai fait je sais pas combien de fois, enfin bref j'ai fait plein de trucs, j'ai fait 200 bornes à vélo, j'ai fait l'étape du Tour plusieurs fois, je ne sais toujours pas Tu te fais encore avoir. lever les 2 mains de mon vélo. Je ne sais Mm. lever qu'une main. Et je peux Qu'une main, qu'une que main la et gauche. que la gauche en plus. Et je peux lever la droite parce que c'est très important la droite sur les ravitaillements parce que sur Ironman, tout est à droite. Ah, c'est vrai, ça. C'est une galère sans nom. Mais juste le temps d'attraper une bouteille, de boire, de me la... Enfin, voilà, c'est un enfer. Et vous savez quoi? Il n'y a aucune honte. Il n'y a aucune honte. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire des acrobaties avec votre vélo. Mais le problème, c'est que de ça découle en fait une peur, une angoisse, et de dire, je m'arrêterai à un endroit calme pour manger. Sauf qu'en fait, il n'y a jamais d'endroit calme. Et en fait, tu te retrouves à ne pas manger parce que tu n'arrives pas à bouffer ta pomme pote, tu n'arrives pas à Ou ouvrir les juste capuchons. t'oses T'oses pas pas dire que t'arrêter. t'as besoin de t'arrêter. Oui, ou si tu es dans un groupe, c'est ça aussi le problème, t'oses pas le dire. Moi, j'avais une copine avec qui je roulais, bon, qui a déménagé, mais elle avait besoin de manger toutes les 30 minutes et elle se mettait vraiment une alarme. Sinon, elle avait vraiment des hippos. Mais quand je disais des hippos, elle devenait toute grise. Ouais, non, mais c'est pas des conneries. Mais cela dit, c'est normalement ce qu'il faudrait faire. Hein, manger Toutes un les petit peu 20 toutes les minutes. 20-30 minutes. Voilà. Ouais. Pour éviter l'hypo. Voilà, petit Pour le conseil. coup, elle, on s'arrêtait et elle mangeait son truc, tu vois. Et en fait, il faut vraiment se dire qu'il n'y a pas de honte. Et moi, je préférais clairement avoir une pote avec qui rouler et s'arrêter toutes les 20 minutes et manger. Bon, maintenant, on a reroulé ensemble et elle mange en roulant, donc elle a progressé. Et moi, par contre, j'ai progressé dans le fait de manger, de manger, certes, de manger sur le vélo, mais de manger pas aussi souvent que je le devrais. Ça, c'est pas bien. Mais c'est vrai que tu manges rarement en roulant finalement. Et moi, je te tends des. Et tu me Je sais que tends, moi, tu je me tends à mange beaucoup manger. plus et je te tends des pommes potes, je te tends des trucs. J'essaye de te forcer. Oui, mais quand on a débuté, ce n'était pas comme ça, je vous rassure. Moi, j'ai vraiment un souvenir de galérer à boucler des 40 bornes. Et surtout, moi, j'ai le souvenir d'avoir hyper faim. Oui. Au bout d'une heure et demie Oui, ou mais 2 heures, faim. j'avais l'impression que, waouh, il fallait que je dégomme tout en rentrant.
Oui, c'est vrai, T'as ouais, ouais. l'impression d'avoir fait un... Mais c'est normal, mais c'est comme quand on débute. Donc Parce que son corps est pas habitué. c'est vraiment qu'il faut vraiment jongler entre progresser, aller tout doucement en allongeant petit à petit les sorties, en débutant par des sorties de 30 minutes. En fait, c'est vraiment comme la course à pied et ne pas complexer parce que vous avez des potes qui disent ah ouais, t'as fait que 30 minutes. Bah oui, bah effectivement, quand ça fait plusieurs années, on me dit tu viens rouler 30 minutes à vélo. Je sais bah non, je sors pas le vélo pour 30 minutes. Et parce que en vélo, tout de suite, ça prend en fait, voilà, on sort le vélo, on va faire un parcours, ça prend plus de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut s'accorder plusieurs week-ends pour allonger petit à petit et justement construire cette endurance. Mais construire cette endurance passe aussi sur le fait d'apprendre aussi à manger pendant le vélo parce que c'est forcément un effort plus long que la course à pied et qui sera toujours plus long. Et parce que après, vous verrez, hein, au bout de plusieurs années, vous vous retrouverez à faire des sorties de 3-4 heures et ça vous fera beaucoup plus peur. Ça fera moins peur, voilà. Mais c'est important de passer par ce stade-là parce que, voilà, putain, moi je me souviens, les premières sorties, on rentrait, ouais, 2 heures, c'était le bout du monde pour Ouais, nous. c'est vrai. Je me rappelle que le 50 km, Waouh, c'était oui. déjà un truc, quoi. Et je me souviens, les premiers 70 kilomètres, c'était, je crois qu'on les premiers 70 kilomètres, genre on les avait fait en chevreuse. C'était un très beau parcours de château et tout. Enfin bref, voilà. Mais tout ça Probablement. pour vous dire que, Ne voilà. pas complexer, et en parlant de complexe, ne complexez surtout pas aussi sur votre vitesse. Ah oui, Parce que, voilà, on en parle parce qu'on est aussi maintenant beaucoup dans le monde Strava. du syndrome de Strava où on a tendance toujours à vouloir courir plus vite, rouler plus vite. Et la limite, c'est de se dire, ouais, je roule pas assez vite, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Mais on s'en fout. Nous, on fait des sorties. Nous, ça nous arrive de faire des sorties. Alors, ça fait 7 ans qu'on fait du vélo, on fait des Ironman, on fait des trucs. On fait des sorties des fois à 23 km/h. 22 même. Moi, je fais des sorties. 22. Moi, quand je suis avec des copines et qu'on discute, je suis à 22, hein. Qu'est-ce que tu veux faire mais en fait, Mais voilà, après, c'est tout dépend. Enfin, nous, on fait ça. Moi, je prépare un Ironman. Je peux faire. Enfin, ça m'arrive de faire des sorties voilà, en dessous de 25 km/h. Parce que toutes les sorties ne doivent pas être des sorties d'entraînement à je ne sais quelle allure. Et ça m'empêche pas de rouler à plus de 38 km/h sur un Ironman, au final. mhm. Donc voilà, tout ça pour dire, ne complexez pas. C'est pas grave Et si surtout, un Jean-Michel 30 c'est km/h clair. dans C'est votre pas ouf, hein. club, c'est Ouais. voilà. Non, mais en fait, c'est surtout, en fait, dans le cyclisme, il y a ce truc des stats, des stats, des stats. Oui, ta vitesse, machin, tes watts, tes bidules. C'est franchement... non, c'est- voilà, faites du vélo pour vous faire plaisir, surtout quand vous débutez. Moi, perso, quand j'avais débuté le cyclisme, je complexais vachement sur ma vitesse. On me faisait tout le temps me disait ouais, t'as un vélo. Alors au début, moi il y avait aussi ces histoires de vélo carbone, un vélo alu, puisque nous, quand on a débuté, il y avait encore beaucoup de vélos alu, donc qui sont quand même assez lourds par rapport au vélo carbone. Maintenant, en entrée de gamme, vous avez déjà facilement du carbone directement, même en premier prix. C'est devenu, ça s'est beaucoup plus généralisé, mais il y a quelques années, c'était pas le cas. Et franchement, on vous a dit que en running, la basket ne fait pas le coureur. Par contre, il faut vous le dire, en vélo, clairement, l'équipement peut vous aider à aller plus vite. Et donc, clairement, quand vous avez un vélo aluminium, bah forcément, ça va être un peu plus difficile à emmener qu'un super vélo carbone avec des pneus en carbone. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut aussi réaliser. Et moi, clairement, la première fois que j'ai atteint des 25 km/h, c'est quand je suis passée de l'alu au carbone. Ça n'a même pas été une question d'entraînement. Je me souviens, mes premières pointes de vitesse et tout, c'est quand j'ai revendu mon premier vélo que j'adorais, hein, et que j'ai acheté un vélo en carbone. Et je ne l'ai pas vendu pour aller plus vite, hein. Je l'ai vendu parce que j'allais faire un peu plus de triathlon et que je voulais un vélo un peu plus typé chrono que ce que j'avais. Et, euh, et en fait, ça n'a pas été juste mes jambes, hein. Là, ça a été le vélo qui m'a aidé à progresser. Et après, je me dis, ah ouais, ah ouais. Et ensuite, parce que j'avais un matériel plus récent, on va dire, bah oui, ça m'a aidé à progresser. Donc c'est pour ça des fois qu'il faut bien réfléchir à l'achat de son premier vélo, parce que des fois, votre premier vélo, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va être un peu un boulet.
Pour certains objectifs que vous allez vous fixer, par exemple, si vous débutez le vélo pour aller faire du vélo en montagne et tout, il vaut mieux tout de suite s'offrir un vélo qui sera peut-être un peu plus cher, mais qui est un peu mieux équipé, qu'un vélo peut-être moins cher et qui sera moins adapté, qui sera peut-être qui vous amènera moins de plaisir. Parce qu'il faut se dire vraiment que des fois, un vélo qui est plus adapté à sa pratique, en montagne par exemple, ça sera quand même plus agréable. C'est plus de plaisir. Et c'est important de se dire que oui, le matériel a de l'importance dans sa pratique. Et voilà, et je rappelle, c'est ça qui est chiant en vélo, c'est après, ce qu'il faut se dire, c'est que après ce qu'il faut se dire, c'est que l'avantage, c'est que voilà, c'est un investissement qu'on peut revendre. On va pas revendre au prix d'achat, bien sûr, mais en général, voilà, et tout le monde a un espèce de roulement entre 3-4 son ans, premier vélo, qui va durer le temps d'améliorer sa pratique ou de vouloir faire évoluer sa pratique. On le revend, on achète un vélo un peu mieux. Et en fait, au final, tout le monde fait comme ça. Tout le monde achète un vélo, le garde 2, 3 ans, 4 ans, le revend à un certain prix et investit après sur un matériel plus récent. Donc, ayez ça en tête. Voilà. Mais voilà, autant sur l'équipement que sur la vitesse, au début, c'est normal que ce soit difficile pour tout le monde. Et sachez que moi, ça me fait toujours plaisir quand je vois sur mon Strava 25 km/h de moyenne. Je fais ah, t'as bien roulé. Et 25 km/h de moyenne, c'est vite. Moi, je pense qu'il y avait aussi cette question de la peur de la circulation, la peur des voitures, la peur du camion. Voilà. Alors moi, quand j'ai débuté, sachez que je n'avais aucune honte de hurler quand un bus arrivait en face et que je disais que j'allais tomber. Voilà, alors à vélo, on découvre l'aspiration à cause des camions, des bus, des voitures, et on découvre le vent. Voilà. Donc on commence d'abord à vous parler de l'aspiration. Clairement, quand on est sur la route, on se fait dépasser par... Alors déjà, quand on se fait bien dépasser, parce que on va pas revenir sur la sécurité routière, on a fait tout un épisode dessus sur la sécurité routière à vélo, on vous remettra le lien dans la barre d'infos. Oui, à vélo, vous êtes vulnérable par rapport aux automobilistes, aux conducteurs en général. Ça, c'est une chose. Mais il y a quelque chose que des fois qu'on n'anticipe pas, c'est l'aspiration des camions. Des fois, il peut y avoir 0 vent, le camion va passer et ça va être la tornade. Et quand on débute, ça fait un effet de tornade. Quand on ne débute plus, on sait qu'on va prendre une petite secousse. Mais voilà. On prend un coup de vent qui est l'effet de l'aspiration du bus ou du camion. Et c'est vrai que ça peut être surprenant au début. C'est toujours surprenant, malgré les années, les kilomètres, mais on est plus préparé. Des fois, on se dit « Ah, ça bougeait bien après ce camion ». Parce que clairement, ça... Voilà. Et le vent... Le vent, c'est un vaste sujet chez toi. Et clairement, le vent à vélo, vous allez le découvrir parce que ça fait... alors, soit ça fait aller très très vite. Soit vous êtes scotché. Le vent, non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, que ce soit le fait qu'on débute ou qu'on débute pas, mais ça a un vrai impact sur... La vitesse. Voilà, la vitesse que vous allez avoir. Donc, qu'il soit dans le dos ou de face, rien à voir. Surtout en fonction de la vitesse du vent. Et d'ailleurs, le conseil, c'est un des conseils que j'avais eu assez rapidement, en tout cas dans nos débuts, c'était d'étudier quand même le sens du vent avant de sortir rouler et de choisir en fait idéalement un parcours qui commence avec le vent, on va dire, de face, ou en tout cas le vent défavorable. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir le vent défavorable sur le début de votre sortie, donc quand vous êtes le plus frais. Plus motivé. Donc pour affronter justement ce vent, parce que ça, encore une fois, ça a un vrai impact. Vous allez devoir appuyer plus fort sur les pédales pour rouler à la même allure que s'il n'y avait pas de vent. Et après, votre parcours va faire un tour et puis vous allez avoir le vent peut-être un peu plus de côté. Et puis au final, vous allez pouvoir rentrer en fin de sortie avec le vent plutôt favorable, donc vent dans le dos. Et ça change quand même complètement la donne. Si vous le faites dans l'autre sens, si vous arrivez
au bout de 2 heures, 3 heures d'effort et que vous tapez le vent de face sur vos 20 derniers kilomètres, bah, je vous assure que c'est pas la même histoire. Non. Et aussi autre chose, là, étudiez le vent dans votre région parce que maintenant moi je suis une pro du vent à Montpellier. On sait quand est-ce qu'il se lève, on sait quand est-ce qu'il va tourner, on sait comment il tourne, on sait où s'abriter et ça c'est quelque chose que vous allez connaître un peu dans votre région. Mais regardez, c'est quoi? C'est windy. Windy, je crois. Je crois que c'est windy. Ou sinon, enfin, tout simplement les météos C'est faux. heure par heure. Météo France, c'est un menteur. Non. Météo Des fois, Météo France, non les amis. Ils sont jamais très précis. Clairement, moi je vous conseille vraiment Windy ou les météos des aéroports, s'il y en a un pas très loin de chez vous, pour vous aider parce que vraiment le vent... Et combo vent plus aspiration d'un Du véhicule, bus, ça fait encore plus là, peur. c'est vraiment pas cool. Tenez votre guidon. Non mais on exagère, mais c'est faux. C'est quand même fun et surtout, voilà, essayez de choisir quand même des horaires et des jours pour aller rouler, surtout quand vous débutez où c'est plutôt calme. Et oui, effectivement, les conducteurs ne sont pas cool, mais vous avez de la chance. Il y a quelques années, ils étaient encore moins cool puisqu'ils avaient encore moins l'habitude. Et maintenant, on est de plus en plus de cyclistes, donc à force, ils font attention quand même. On va passer aux témoignages, puisque vous avez été nombreux à nous envoyer des petits témoignages sur vos débuts à vélo, et ensuite on passera aussi à quelques questions qu'on a reçues également. Je vais commencer avec voilà, le classico, un témoignage de Mathilde. Je suis tombé en oubliant de déclipser mes chaussures en voulant aider quelqu'un. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était pourtant un bon geste. Tu as été, tu as été puni malgré tout. Donc voilà, ça c'est encore une fois, c'est un coup à prendre. Après, une fois que c'est acquis, on déclipse même en urgence. Et promis, en fait, souvent les chutes comme ça à l'arrêt, ça fait plus mal à votre ego qu'à vous-même. Voilà. Voilà. Alors ça peut être un petit peu plus problématique pour certains ou certaines. On a notamment Zoé qui malheureusement, sur sa première sortie en pédale auto, est tombée et s'est fait une fracture du scaphoïde. Oh putain. Voilà, donc ça c'est sûr que c'est le côté un peu moins cool. On a eu une autre, Marine, voilà, première sortie en solo, chute et fracture de la malléole, 3 mois d'arrêt. Voilà, attention, on ne veut pas vous faire peur. C'est quand même des cas isolés, mais voilà, il faut avoir conscience que, voilà, d'où l'intérêt de pratiquer le clipsage, déclipsage des pédales avant même d'aller rouler dehors. Oui. Juste voilà, pour se rassurer. Encore une fois que c'est acquis, voilà, on n'a plus de soucis. Enfin, je sais pas si comme moi, je me suis plus jamais fait de frayeur ou quasiment jamais en 6 ans, voilà. Des fois, les seuls trucs qui peuvent arriver, c'est quand t'as un truc d'urgence. Mais ça vient avec en fait l'habitude. Moi maintenant, je sais que les freinages d'urgence, c'était... Et je me disais, oh là là, je vais pas réussir à déclipser. En fait, maintenant, le déclipsage devient tellement un réflexe que vous aurez un freinage d'urgence, vous arriverez à déclipser parce que ça devient littéralement, c'est un réflexe. Un réflexe. Un sixième sens. C'est ça, septième sens. Mais clairement, là, on a eu des freinages d'urgence il y a pas longtemps et j'ai déclipsé. Voilà. Après, c'est des fois juste, tu sais pas pourquoi ça va pas vouloir déclipser. Et au final, ça va quand même réussir à déclipser quand t'as commencé la chute. Et sinon, anticiper, toi, c'est ce que tu fais quand même pas mal, anticiper le feu rouge ou le stop, en fait, carrefour. Je crois qu'il faut le dire, hein, vous pouvez pédaler sans clipser. En fait, voilà, vous pourrez pas tirer, mais vous pourrez pédaler. Donc en fait, moi, je préfère déclipser une jambe, continuer à pédaler et reclipser si au final j'ai pas eu besoin de m'arrêter que rester clipsé et arriver à faire il fallait déclipser et j'ai pas fait à temps. D'ailleurs Mathieu se fout de ma gueule en disant t'avais déclipsé, t'anticipes toujours non, je me moque pas de toi. Mais et à l'inverse, ouais. Ça vaut aussi lorsque vous démarrez en fait. Oui, vous n'avez pas besoin de clipser non plus. Voilà, c'est pas grave si vous clipsez pas du bon côté dans l'instant, dans la demi-seconde.
vous pouvez totalement pédaler, reprendre un peu de vitesse Et pour regardez pouvoir votre reclipser chaussure. Oui, tranquillement. oui. Ça peut, voilà, ça peut être le cas souvent quand on fait un peu un démarrage en côte. Un démarrage en côte, voilà, c'est un peu plus complexe. Ne me lance pas sur les démarrages en côte. Non, mais voilà, je pense à toi Non, mais. Bah oui, bah oui. qui, des fois, a tendance à, même encore aujourd'hui, à peut t'énerver sur ce genre de trucs. Non, mais c'est parce que. Alors, Parce que c'est un franchement. peu stressant un démarrage en côte et Oui, voilà, d'une part. Et d'autre part, des fois, sur certaines montées, clairement, c'est très très dur. Tu clipses un côté, tu galères à clipser l'autre, la montée elle est à 10%, tu es en train déjà de galérer juste pour pédaler. Voilà. Après, ça s'apprend de pédaler d'une jambe, hein. Moi, c'est ah un oui, truc maintenant que je sais faire parce que bah, plus le choix. Mais c'est des situations assez rares. Et puis après, vous cherchez quelqu'un qui vous pousse jusqu'à temps que vous ayez clipsé. Moi, c'est ce que je faisais à Mathieu. Il disait pousse-moi pour que je puisse clipser. et ça se faisait. Mais maintenant, je le fais toute seule comme une grande. Des fois, il ose me dire tu veux que je te pousse? Je dis bah non, pourquoi hein. Même en gravel, je te demande pas. c'est vrai. Donc, Tu as fait d'énormes progrès. on progresse tous, mais il faut juste passer par cette case-là qui est des fois pas super agréable, mais vous dire qu'en fait, démarrer en côte, vous pouvez aussi démarrer sur le côté. Je sais qu'il y avait plusieurs d'entre vous qui m'avaient dit, en fait, moi, je préfère mettre le vélo côté descente, clipser et faire demi-tour et remonter. Voilà, c'est en fait, Chacun son il y a truc. plein d'astuces pour passer au-delà du j'arrive pas à le faire comme ci, comme ça, parce que je peux vous assurer que quand même, c'est bien les pédales au dos. Ouais, c'est très bien. Après, voilà, ce n'est pas non plus indispensable hein, si vous Oui, ne oui, voulez oui. pas. On a notamment Alexandra hein, qui nous dit je n'ai toujours pas acheté de chaussures de vélo et de pédales auto. Vive les chaussures de trail et donc avec ces petites pédales plates et les cales à chaussures. Voilà, ça fonctionne très bien aussi. Tout à fait, Toutes les voilà. Oui. pratiques, en tous les cas, on les encourage. Toutes les pratiques Il à faut vélo. dire que nous, en Finlande, on avait fait du vélo avec une dame qui avait aussi des baskets et des pédales plates et qui roulait aussi vite que nous, sans Ouais. problème. Voilà, donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, donc si vous ne voulez pas, vous n'avez pas à le faire. Par contre, voilà, il faudra toujours répondre aux mecs, j'insiste, qui vont dire et qui vont essayer de vous donner des conseils, comme m'a pu le faire Mathieu. Oui, mais tu sais que les pédales auto c'est super cool, hein. Alors que la nana pratique depuis 10 ans et n'a jamais juste voulu le faire. Bah voilà, c'est juste ça qui va être un peu emmerdant. Non, je plaisante. Et franchement, voilà, faites comme vous le sentez, comme vous préférez. Et on a Claire qui nous dit j'ai fait mon premier triathlon avec les pneus sous-gonflés. Ça m'a fait les cuisses. Alors oui, Effectivement, ça, on n'en a pas parlé on n'a pas parlé du et gonflage. ouais, alors ça c'est bien que tu le dises. J'avais fait un article, je crois que j'ai un truc dessus. On avait fait une vidéo à un moment donné avec toutes ces histoires là de pneus Oui, sur mon truc. Alors c'est le principe, c'est la règle enfin, c'est plus ou moins, il y a la règle du 10% du poids de corps. ouais, donc si vous faites 50 kilos, il faut gonfler à 5 barres. Voilà, c'est ça, à peu près ça, 5 Voilà. bars. Et c'est important, les amis, de vérifier avant chaque sortie la pression de vos pneus et d'avoir une pompe à pied qui affiche les barres dans votre pneu pour pouvoir mettre exactement la bonne pression. Et ça, clairement, on se dit, ouais, en vélo de ville, on s'en fout. Mais en vélo de route, c'est très important parce que ça va vous aider déjà d'une part pour l'efficacité pour quand vous allez rouler, mais d'autre part sur les problème de crevaison parce qu'un pneu sous-gonflé ça va plus forcément être Être sujet aux crevaisons et voilà, comme un pneu surgonflé, exactement, qui va beaucoup moins rebondir beaucoup plus. rebondir et donc voilà, ça c'est quelque chose à faire avant chaque sortie. Et ça, demandez aussi, voilà, quand vous achetez votre vélo, enfin, demandez conseil. Parce Combien de que il y a barres. aussi, c'est un peu plus complexe que ça, puisque le gonflage va dépendre aussi du type de pneu que vous avez. Oui. Voilà, plus le pneu est large, moins on met de barres. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, finalement. Voilà, donc ça, renseignez-vous. Ensuite, on a un témoignage de Elvire. Donc là, on revient un petit peu sur le côté cuissard. Mhm. Donc Elvire qui nous dit « Ma première sortie longue, donc plus de 100 km, avait un cuissard premier prix qui n'évacuait pas la transpiration. Assez bien. Résultat, mon eczéma sur les fesses et les cuisses s'est tout infecté. C'était assez horrible les semaines après, les semaines qui ont suivi.
Morale de l'histoire, même en débutant, il faut acheter un bon cuissard confortable. C'est clair. En fait, le problème, c'est que les cuissards premier prix, ils vont aller sur des sorties de 2 heures, 3 heures. Et dès que vous allez allonger, voilà, ça va. C'est plus assez confort. C'est plus assez confortable. En fait, c'est vraiment une question d'heures passées dessus, quoi. Au début, vous allez dire, ouais, il est super, super ce cuissard. Et puis voilà, vous allez faire votre première sortie à 4 heures. Vous allez avoir mal aux fesses et vous allez dire, ouais, non, c'est super inconfortable et tout. Mais en fait, souvent, ça va être la C'est comme, enfin, si on devait imager le truc, imaginez une voiture ancienne, vous allez rouler 1 heure avec, un truc qui est pas du tout confortable en termes je sais pas, d'amortisseur ou même de Non, siège. moi, tu sais ce que j'ai envie de le comparer? Tu veux le comparer à quoi? C'est quand vous prenez un avion long courrier, Ouais. genre 10 heures de vol. Les Mhm. 3 premières heures, ça va sur le siège. Et puis les 7 dernières heures, c'est juste l'enfer. Tellement c'est dur et trop inconfortable. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bonne comparaison. Pareil quand vous prenez TGV, hein, au final. Allez direct en business. Faut avoir le... Oui. Business cuissard. Alors après, vraiment, vous n'êtes pas obligé de mettre 200 € dans un cuissard. Hein. Dès que vous allez avoir un milieu de gamme, ça va aller. Et aussi, il va falloir suivre la vie du cuissard parce qu'un cuissard que vous allez mettre très très souvent, forcément, il va s'user et peut-être qu'au bout d'un moment, il ne pourra plus vous suivre aussi longtemps qu'auparavant et il vous faudra peut-être le recycler sur les sorties plus courtes. Mais globalement, un cuissard, ça dure longtemps. Moi, tu vois, j'ai un cuissard qui a... Mon Dieu, il a quel âge mon cuissard Stravamap? Ah, lui, je l'ai usé. Au moins 3 ans, ouais. Et bon bah là ça y est, je pense que c'est fini, il est sorti de 4 heures. Mais voilà, et ça c'est très important. Et c'est aussi important, voilà, dès que vous avez des petits soucis d'infection ou quoi que ce soit, voilà, il faut bien se soigner. Et surtout ne pas hésiter à consulter un dermato si vous avez des petits kystes qui se forment sous les fessiers, dans des endroits particuliers, voilà. Et ne surtout pas s'amuser comme le fait Mathieu. Allez péter. Voilà, on consulte s'il vous plaît. Et ça, j'avais oublié aussi de dire par rapport aux poils aussi. C'est les trucs incarnés là. Ouais, les poils incarnés, C'est parce les que furoncles. les furoncles, ouais, tout ça, c'est des problèmes avec les Vraiment parler cuissards. de ça? Non, je veux pas parler de ça, mais je vous le dis. Mais non, Parlons pas. n'en parlons pas, mais clairement, c'est assez rare, surtout si vous avez un bon cuissard, une bonne selle, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Tout à fait. On enchaîne sur les questions. Oui, Pour boucler selon podcast, on a une question de Hello. Faut-il avoir un compteur GPS quand on débute? alors nous, on n'en avait pas. Moi, personnellement, quand j'ai débuté, j'utilisais une application sur mon téléphone. Ensuite, j'ai utilisé pendant plusieurs années ma montre qu'en fait, je mettais en fait sur mon guidon. J'avais même pas de porte-montre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous pouvez acheter une sorte de... Il y a un support. de votre montre, ouais c'est ça pardon, un support pour mettre votre montre sur votre guidon. Voilà, clairement le compteur GPS c'est vraiment que si vous faites des très longues sorties, vous faites beaucoup de vélo, c'est pas un investissement indispensable. Nous on l'a fait, franchement moi mon premier compteur, tu me l'as offert, c'était assez récent. Hein. Oui, oui, je pense qu'on avait déjà 3-4 ans de... Ouais, c'était par contre franchement depuis que j'ai mon compteur, je suis super contente. J'aime parce que vous pouvez mettre des itinéraires dessus. Bon, vous pouvez le faire aussi sur la montre, mais clairement... C'est plus lisible et plus adapté. Ouais, c'est plus lisible. Vous pouvez voir où vous allez. Enfin, c'est quand même plus cool, mais ça a un prix, hein, ça aussi. Hein. Voilà, donc des fois, il vaut mieux une super montre avec le mode vélo qui vous fera aussi des itinéraires que acheter une montre pas top et un compteur pas top. Faut-il faire une étude posturale quand on débute le vélo? On conseille, c'est mieux. Ouais, franchement, en fait, il vaut mieux le faire direct quand on débute. Comme ça va vous éviter plein de problèmes. Mal aux fesses, mal devant, mal aux genoux, des douleurs. Voilà, franchement, faites-le direct, quoi. À partir de quand vous avez acheté un vélo de triathlon pour vos courses? Alors, à vrai dire, sachez qu'un vélo de triathlon, donc si on parle de la même chose, c'est un vélo type contre-la-montre. Donc, vraiment typé triathlon, longue distance, etc. Ce n'est absolument pas nécessaire d'investir là-dedans lorsque vous débutez le vélo, même si vous débutez dans un objectif de faire du triathlon. Nous, on en a... Enfin, moi, le premier que j'ai eu, voilà, j'avais fait déjà au moins 3 ou 4 Alpha Ironman. Voilà, ce n'est absolument pas nécessaire. En plus, ça coûte cher et c'est une pratique très spécifique. C'est pas un vélo que vous allez utiliser, voilà...
pour faire du vélo taf ou des choses comme ça. Oui, et surtout, ce qu'on n'a pas peut-être développé, c'est qu'un vélo, c'est évolutif et personnalisable. Donc par exemple, vous pouvez tout à fait prendre un vélo plutôt typé montagne. Et quand on dit typé montagne, en fait, c'est juste un vélo qui est un peu plus agile, un peu plus léger et avec une cassette adaptée. Donc une cassette, c'est un peu comme la boîte de vitesse de votre vélo. Plus il y a de vitesse, plus c'est... Comment dire ? Plus vous pouvez monter dans les cols. Voilà, c'est ça. C'est encore autre chose, hein. On n'est pas trop rentré dans ces détails-là. Mais par exemple, si un jour vous déménagez de la montagne, vous en avez marre de la montagne, vous faites plus que du plat, et bah forcément votre boîte de vitesse elle sera peut-être un peu trop grosse et vous allez mouliner, donc c'est-à-dire vous n'allez pas avoir assez de dureté. Vous n'allez pas être assez en force. Voilà, vous n'allez pas être assez en force. Et bah, vous n'avez pas à revendre votre vélo, vous avez juste à changer la boîte de vitesse. Voilà, vous changez la cassette et votre vélo qui était plutôt typé montagne va devenir un vélo plutôt typé plaine et au prix d'une cassette, donc c'est-à-dire entre 30 et 70 € en fonction du modèle que vous prenez. Donc c'est rien. Voilà, c'est rien. Et si vous faites du triathlon, vous ajoutez des prolongateurs. Donc les prolongateurs, c'est juste une sorte de support pour se mettre un peu plus aéro sur son guidon. Ça doit coûter quoi ? Pareil, 20, 30, 40, 50, ça dépend du modèle. À peu près 50 et là, €. votre vélo, qui était typé montagne, et ben d'un coup vous allez pouvoir faire un super vélo de contre-la-montre. Alors effectivement il sera peut-être pas aussi rapide que certains vélos. Vous assurez que ça sert à rien d'acheter des vélos à 5-8 000 € pour un Ironman dans une vie. Il vaut mieux personnaliser, adapter votre vélo dans un magasin de vélo, donc on change la cassette, on met des prolongateurs, que acheter un vélo spécifiquement pour ça. Voilà, vraiment. Et surtout que je tiens à préciser que maintenant, on voit que les gammes, en fait, je trouve en vélo en vélo de route se réduisent pour avoir des vélos beaucoup plus versatiles qui peuvent à la fois vous être adaptés à la montagne, à la fois adaptés pour le triathlon, à la fois adaptés pour la plaine. Donc, où vous avez juste à changer de cassette et voilà. Et comme je le répète, la cassette, c'est vraiment très facile à acheter, à garder, à changer entre l'hiver, l'été. Si par exemple vous faites vachement de montagne l'été pendant les vacances et que vous rentrez à Paris, bah vous changez de cassette de nouveau. Clairement, c'est super facile. Gardez le même vélo, voilà. Et aussi, autre chose que vous pouvez encore plus améliorer sur votre vélo sans changer de vélo, c'est bien sûr les roues. Donc avoir des roues carbone, des roues un peu plus profilées, voilà. Et tout ça, toujours, on le rappelle, sans réinvestir dans un vélo. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux apprendre un bon vélo, un bon premier vélo et se dire, j'achèterai plus tard des bonnes roues, j'achèterai peut-être plus tard une cassette un peu mieux. Enfin voilà, c'est... Faire par étapes, de toute façon. Voilà, par étapes. Et alors je sais que ça sonne un peu en mode tuning, mais c'est clairement du tuning ça. mais voilà, c'est pour vous dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir un vélo pour la montagne, un vélo pour le triathlon, un machin. Vous avez juste à adapter votre vélo à votre pratique et ça peut se faire vraiment d'un mois à l'autre. Mais bien sûr, il faut un garage, parce que là, entre les roues, la cassette... J'ai peur de tomber en descente et dans les virages. Moi aussi. Des conseils ? Ah bah... Non, je rigole. Non, alors ça, franchement, la peur de la vitesse, la peur des virages, c'est normal quand on débute. Alors, il y a des personnes qui vont pas du tout avoir peur et d'autres qui vont avoir très peur. Moi, je me souviens, j'avais pas trop peur de la vitesse parce que de toute manière, je prenais pas beaucoup de vitesse, globalement. Mais quand on fait de la montagne et qu'on fait des descentes, clairement, on va se retrouver à avoir des gros virages avec la grosse vitesse. Moi, je sais ce qui m'a vachement rassurée, ça a été le matériel. C'est parce que je suis passée sur des freins à disque qui freinaient beaucoup mieux et qui ne chauffaient pas par rapport à des freins à patins. Ça, c'est clairement un truc que moi j'ai envie de vous donner comme conseil. Si vous achetez un vélo là en 2022 ou 2023, pitié, prenez des freins à disque, quoi. Vraiment, parce que ça change la vie. Et si vous débutez sur des freins à patins et que vous passez sur des freins à disque, vous savez ce que je veux dire. C'est vraiment beaucoup plus rassurant. Vous avez vraiment un freinage beaucoup plus efficace, quel que soit le revêtement. Voilà. Après, maintenant, je pense qu'on pourrait consacrer un épisode clairement à la descente, clairement à la montagne ou faire du vélo, faire du vélo en montagne. Mais en fait, il faut pratiquer pour ne plus avoir peur en descente et surtout en fait apprendre. Il y a plusieurs règles en fait pour bien se positionner à vélo. Donc alors moi de suite, il faut apprendre déjà à ouvrir ses genoux d'un côté ou de l'autre et apprendre à se pencher légèrement. Voilà. Dans le virage.
C'est comme un peu à moto, si vous avez des personnes qui font de la moto autour de vous, qui vous donnent des conseils sur comment bien aborder un virage, hein, ça se fait, ça s'apprend en auto-école d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, moi je sais que pendant le confinement, je discutais beaucoup avec d'autres personnes qui faisaient du vélo et justement une personne qui faisait du vélo, de la moto me disait mais regarde en fait des vidéos de moto qui font des descentes en montagne et tu vas voir petit à petit comment ils cherchent leur trajectoire dans le virage, comment ils se positionnent. Et c'est vrai que maintenant, je me dis ouais, effectivement, ça me parle beaucoup plus. Donc vous avez ça, doser le freinage par rapport au virage et surtout le regard. Le regard, c'est ce qu'il y a de plus important en vélo et c'est pas naturel en fait parce que c'est vrai qu'en course à pied, on regarde juste devant soi parce que surtout en trail, en descente, on regarde chaque caillou le plus proche possible. Et là en vélo, il faut pas regarder juste devant soi, il faut regarder là où on veut aller et loin. Et clairement dans le virage, il faut pas regarder l'intérieur du virage, il faut déjà regarder l'extérieur et là on va se positionner et naturellement le vélo va y aller. Donc au début on ira très doucement et petit à petit on va prendre de plus en plus de vitesse. Mais voilà, il faut se rassurer aussi de se dire que voilà, votre vélo, c'est pour ça que je dis il faut avoir confiance dans votre mécanique, un bon entretien avec son vélo. Pour avoir confiance dans son vélo. C'est ça, exactement. Surtout pour les descentes. Clairement, moi j'ai fait une descente en Italie, j'avais plus trop de freins. Tu te souviens, c'était avant l'Ultra Trail. Ah c'est pas la même. C'était pas la même. Hein. Une fois arrivé, et que je t'ai dit il va falloir changer mes plaquettes de frein parce que là, elles sont fumées et voilà. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais voilà, c'est aussi la pratique et l'expérience, mais c'est normal d'avoir peur. Voilà. Tout à fait. On a une question d'Emmanuel. Acheter un vélo d'occasion, comment s'y prendre et est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir? Donc c'est vrai qu'acheter un vélo d'occasion, ça nécessite d'être quand même assez attentif sur l'état du vélo. Oui. Et alors il y a l'usure générale bien sûr, et pour moi le point de vigilance le plus clé, c'est de vérifier vraiment l'état du cadre du vélo. Savoir s'il n'a pas subi de chute. Donc ça, faut bien effectivement le demander au vendeur, mais le vérifier par soi-même, parce qu'on ne sait jamais quel genre de vendeur on a en face. Vérifier quand même, scruter scrupuleusement l'état du cadre. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de fissure. Une fissure sur un cadre, notamment en carbone, c'est fini. Voilà, il peut être réparé. Mais en général, c'est réparé par le fabricant. Donc voilà, il faut éviter. En fait, il faut vous dire que sur le vélo, tout est réparable, tout est changeable, sauf le cadre. Et le cadre, c'est souvent ce qui est le plus cher. Donc voilà. Après, oui, souvent, il faut mieux, si vous êtes particulier à particulier, demander s'il y a eu une révision. Et demander le détail de la révision parce que souvent, c'est un forfait où on vérifie l'état de la chaîne, tout ça. Globalement, une chaîne, c'est pas cher à changer. Donc si la chaîne est en mauvais état, voilà. Mais par contre, oui, si la cassette est en mauvais état, si les plateaux à l'avant sont en mauvais état, là tout de suite on part sur des centaines d'euros. Voilà, ça c'est non, ça c'est clairement des choses qu'on veut pas changer dans les premiers mois. Et ça, il faut que ça soit en bon état, très propre. Et pour le coup, comment regarder l'usure? C'est assez simple. C'est souvent si le plateau, par exemple, est noir, de base, si normalement vous ne devez pas avoir, en fait, ça c'est pareil, ça un peu être connaisseur, mais faut pas que ça soit cranté, en fait. C'est difficile à décrire sur un podcast. Oui, faut pas que ça devienne comme des dents de requin où, en fait... Ouais, ça c'est visible. C'est assez visible quand l'usage est vraiment... Voilà, mais vraiment, il faut regarder au niveau des dérailleurs, de la cassette, parce que clairement c'est à ces endroits-là où vous allez tout de suite avoir des grosses factures. Moi j'ai là par exemple, je sais qu'il faut que je change un de mes plateaux et on parle de plusieurs bonnes centaines d'euros là. Donc quand vous achetez un vélo d'occasion à 400 euros et qu'un mois plus tard il faut relâcher 190 euros parce que le plateau en fait il est mort. Voilà, donc ouais. Après le mieux c'est quand même d'acheter d'occasion près de quelqu'un en lui demandant si la révision a été faite et voilà, qu'est-ce qui a été fait, combien de kilomètres, quand est-ce que les choses ont été changées récemment, demandez les factures. Que les gens ils ont toujours les factures, ça c'est obligé, hein. Quand vous achetez des pneumatiques, machin, vous gardez toujours les factures et comme ça vous pourrez à peu près avoir une idée de combien, depuis combien de temps il a été fait. Et sinon vous pouvez aussi acheter d'occasion directement dans des magasins, ça se fait aussi où il y a eu une révision assurance je crois sur 6 mois, 1 an. Ouais. Sorte de garantie, donc n'hésitez pas. Exactement, on a des questions après qui font référence, on va dire, à la distance. Donc comment on augmente la distance
et qu'est-ce qu'on intègre aussi dans la sortie en fonction voilà, du dénivelé. Est-ce qu'il faut faire Ah. est-ce qu'il faut faire du fractionné. Voilà, quand on débute. Alors nous, le conseil, hein, c'est ce qu'on a déjà un petit peu Non mais dit, attends, ça, ils c'est ont raison. progressivement. Tu vois, on a parlé du vent, mais on n'a pas parlé du dénivelé. Ouais, dénivelé, oui, c'est clair que Ça impacte aussi, ça hein. impacte complètement l'effort que vous allez devoir faire. Parcours tout plat, hein, quelle que soit la distance, versus même distance avec déjà 500 mètres de dénivelé positif, ça n'a rien à voir. Ouais, et c'est important d'ailleurs quand vous tracez un parcours à vélo ou que vous récupérez un parcours à vélo de regarder le dénivelé de ce parcours parce que vous pourrez avoir des mauvaises surprises Ou des bonnes. ou des bonnes parce que 40 km et 900 de D+, c'est pas un parcours débutant. Ouais, c'est déjà un parcours C'est un parcours qui va piquer. vallonné. C'est ça, qui va être très vallonné même. Ça Ouais. va piquer. Et en plus, il y a dénivelé et dénivelé dans la mesure où le dénivelé peut être lissé sur plein de petites bosses, plein de petites, voilà, de Mais c'est petites épuisant. collines, C'est épuisant, qui quoi. peut être plus épuisant. Toi, par exemple, c'est vrai que c'est peut-être le truc que tu aimes moins par rapport à un parcours où le dénivelé va être concentré sur Une montée, ouais. une côte, une vraie grosse côte ou un col, où voilà, on va pouvoir faire un effort en montée mais pendant plusieurs kilomètres. Cela dit, quand on débute, ça c'est quelque chose aussi Les qui deux est vont être assez... difficiles, hein. Les deux vont être difficiles, mais c'est vrai que voilà, quand on débute, en général, on va pas se mettre sur le col de machin hors catégorie du Tour de France, quoi. Et Oui. ça, pour le coup, on vous déconseille de mettre la barre un peu trop haut ou de vous dire mais c'est que 15 km. Oui, mais il y a 1000 de D+, parce que c'est un col. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment à prendre en compte. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé du dénivelé à vélo. Hyper important. Mais c'est hyper important. Donc c'est pour ça quand vous tracez, essayez plutôt d'avoir des parcours relativement plats. Voilà. Par exemple, un parcours relativement plat, c'est 100 mètres de dénivelé pour 10 km. Ouais, oui, c'est ça. C'est à peu près Mais ça. encore, il y a plein de lieux en France où il Vous y a n'auriez beaucoup pas moins ça. de Oui, c'est dénivelé. vrai. Hein. Mais par exemple, à Montpellier, quand on arrive à avoir 100 mètres de D+, pour 10 km, ça veut dire qu'on a fait un parcours plutôt plat à Montpellier, Ouais. c'est quand même assez vallonné autour de Montpellier. Mais vous avez des endroits en France où vous allez avoir 100 mètres pour 70 bornes. Ouais, tout dépend. Voilà, ça Quand on fait dépend, notre ouais. sortie vers les plages, où Oui, on va vers la Camargue, où Oui, c'est tout plat, tout plat, ouais. on fait une sortie qui fait 100 km et je crois que dans les 600, 70 premiers, on a 100 mètres de D+. Mm. Donc c'est vraiment tout plat. On se tape tout Et sur après, la fin. on se tape tout sur la fin. Le mieux, c'est toujours, quand on débute, c'est pas de chercher le fractionné. Surtout que clairement, faire un entraînement spécifique fractionné à vélo, ça demande déjà d'avoir un parcours où vous savez que vous allez pouvoir placer ce fractionné-là en toute sécurité. Et ça, c'est pas évident. Et d'autre part, clairement, quand on débute, on cherche d'abord, comme je vous disais, à construire de l'endurance. Et une fois qu'on a construit l'endurance, à s'améliorer. Donc c'est pour ça que nous, au début, on faisait quasiment souvent les mêmes parcours et on essayait de les faire de plus en plus vite. Voilà, ça c'est un peu un truc comme ça. Et on avait aussi des endroits où effectivement très plat, avec très peu de circulation, où on essayait d'aller plus vite. C'était un peu comme du fartlek en fait. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça. Mais clairement, nous, on n'est pas des bons exemples sur le fait de faire des entraînements pendant des sorties vélo. Personnellement, moi, les entraînements, je les fais sur le home trainer parce que c'est là où je me sens le plus en sécurité, on va dire, pour le faire. Après, quand je suis avec Mathieu, oui, des fois, on fait des trucs un peu plus tempo. Plus intense. Intense, ou ouais. alors, si vous devez faire du fractionné, le plus adapté reste en côte. Voilà, fractionné en côte. Vous prenez voilà, un col ou même une côte de quelques kilomètres, ça permet largement de faire une minute, une minute ou même des 30-30 ou des choses comme ça en faisant 30 secondes en danseuse intense et 30 secondes un peu plus récup. Mais moi, ce que je faisais pas mal quand je préparais mes trails et que j'utilisais le cyclisme dans ma prépa, c'est que j'essayais de faire des montées tout en danseuse, sans jamais poser mon cul. Donc ça pouvait être très très long. Enfin très long. Non, à force, c'est plus long du tout. Après, j'essayais de faire de tout le temps puncher, donc c'est-à-dire dans toutes les fins de montée sprinter en danseuse. Ça fait très très mal, ça. Et pédaler en descente, par exemple. Faire du 30-30 en montée, ça je l'ai fait. Ce que je faisais aussi, c'est je faisais plusieurs fois des montées de 1,5 km. J'ai essayé d'aller
de plus en plus vite. Voilà, c'est tout. Après, ce que j'aime bien, si vous avez Strava et vous avez une montre connectée à Strava, c'est que je m'ajoutais des segments. En fait, je reçois une notification de ce segment sur ma montre ou mon compteur. En fait, mon objectif, c'est tout le temps de battre mon fantôme. Donc, c'est-à-dire, par exemple, D'aller plus vite que d'aller la dernière plus fois. vite que la dernière fois. Et je trouve ça super motivant. Comme ça, sur un parcours, j'ajoute plusieurs segments. Et comme ça, je sais que sur ces segments-là, je vais devoir, dès qu'ils vont s'annoncer, je me dis, bon, là, je vais devoir attaquer. Et voilà. Mais des fois, on peut pas le faire parce que y a un bus. Voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé cet après-midi. Il y avait un segment que je voulais faire absolument et je me suis retrouvée derrière un bus scolaire qui a fait 2 arrêts sur mon segment. Donc clairement, là, c'était pas possible de faire ce que je voulais. Et c'est pour ça que vraiment, le vélo, c'est beaucoup plus difficile de s'entraîner, mais il y a toujours moyen pour s'améliorer. Et aussi, l'autre moyen de s'améliorer, c'est aussi rouler en groupe pour se forcer des fois à faire, rouler un peu plus vite. Voilà, à faire certaines vitesses qu'on ne fait pas quand on est tout seul. Et moi, je sais que c'est comme ça que j'ai progressé en vitesse personnellement. Et voilà, quand j'arrive à faire, moi perso, quand j'arrive à faire des sorties où je suis toute seule, très longues, à plus de 26 voire 27 km/h, je me dis waouh, je suis trop fière de moi. Hein. Bon, bien, je ne tiens pas compte de mes triathlons où je ne sais pas comment je fais, mais je suis toujours à plus de 30 km/h. Ça, c'est l'adrénaline. Ça, c'est l'adrénaline. De la compète. Mais voilà, il y a toujours des petites solutions pour s'entraîner. Mais vraiment, le home trainer, moi, ça m'a sauvé. Ça m'a vraiment sauvé. Quelques tips pour choisir les parcours. On l'a un petit peu évoqué, mais peut-être plus l'aspect technique. Nous, en tout cas, Strava, par exemple, c'est un bon outil qui permet de soit vous proposer des parcours qui sont basés sur les parcours, on va dire, les plus empruntés de la communauté autour de chez vous, ou si c'est pas autour de chez vous, hein, nous, quand on se déplace, voilà, justement, on utilise cet outil-là pour trouver des parcours. Sachez qu'il y a d'ailleurs, depuis pas si longtemps, il vous est possible aussi de transformer tout simplement une activité, qu'elle soit la vôtre ou celle d'un ami ou de quelqu'un, tant qu'il a un profil public, vous pouvez tout simplement transformer cette activité-là en parcours. Donc vous voyez quelqu'un qui roule autour de chez vous, vous vous dites ok, c'est un parcours de 50 km, je connais pas ces routes mais ça a l'air cool. Hop, vous le transformez en parcours et après vous pouvez vous laisser guider soit par votre compteur, soit par votre montre ou sortir votre application Strava pour vous guider. Ne pas hésiter d'ailleurs à installer des supports pour mettre votre téléphone sur votre guidon pour pouvoir mettre votre GPS quand vous débutez. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait quand j'avais pas mon compteur. J'avais mon support de téléphone sur mon vélo et je pouvais voir mon GPS plus facilement. Ça m'évitait de tout le temps m'arrêter pour trouver ma route. Je me disais j'avais direct le parcours sur le téléphone. J'avais juste de temps en temps rallumer mon téléphone pour voir où j'étais, voir où j'allais. Et ça, c'était vraiment sympa parce que c'est vrai que quand on débute, on connaît pas par cœur ses parcours et on sait pas aller à droite, à gauche et clairement devoir s'arrêter à chaque carrefour, sortir le vélo. Vérifier, Des fois, c'est pas des endroits pratiques pour s'arrêter, on se fait klaxonner, c'était pas cool. Donc clairement, le support pour son téléphone, c'est ce qu'il y a de plus pratique au début. Et ça se trouve très facilement et c'est vraiment pas cher. Hein. Souvent, il faut juste une coque de téléphone et le support. Et voilà. Et après, moi j'aurais tendance aussi à dire, aussi laissez-vous un peu guider par les routes, même si vous connaissez pas. Si, ah non, moi franchement, je donnerais pas ça comme conseil parce que clairement, des fois, tu peux te retrouver sur des départs. En fait, si tu connais pas ta région, tu vas suivre une route et puis d'un coup, poum, la route, elle va se transformer dans un endroit super passant alors que c'est censé être une départementale. Tu vas être sur une 2x2 voies. Ce conseil-là n'est pas adapté à toutes les zones, on va dire, géographiques. C'est adapté plutôt à des zones vraiment hors, des zones plutôt campagne, hors zone urbaine, où là, on sait qu'il y a que, on va dire, un enchaînement de petits villages, des petites routes. Voilà, là, on peut se laisser tenter par une route qu'on n'a jamais fait. Et même nous encore, aujourd'hui, il y a des routes qu'on découvre parce qu'on ne s'est jamais dit qu'on allait l'explorer. Et finalement, on se dit, c'est dommage qu'on n'ait pas connu avant cette route. C'est clair. Elle nous permet de faire un autre tour, de changer, de casser un peu la route. Oui, après, il faut, quand vous faites vos parcours vélo, ne pas penser comme une voiture, en fait. C'est vraiment, on est là pour aller sur les routes les plus petites possibles. Et vraiment, on cherche les kilomètres. Donc, on ne va pas aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. C'est même plutôt l'inverse qu'on cherche à faire. Et voilà, et des fois, c'est un peu compliqué. Mais clairement, Strava, c'est vraiment notre caverne d'Ali Baba. Cela dit, vous pouvez aussi trouver des parcours sur les clubs
les clubs de cyclisme dans votre région qui les partagent aussi. Parce que tu vois, la création de parcours sur Strava, c'est Strava Premium. Donc il faut être abonné déjà. C'est vrai. Comment tester le cyclisme pour voir si ça nous plaît avant d'acheter? Alors ça, c'est une très bonne question. Et, Il me semble que ça se loue, des vélos de route. oui, bah, c'est même pas il semble, puisque même nous, quand on part à l'étranger, on en loue. Donc voilà, n'hésitez pas à louer, vous rapprocher d'un revendeur ou d'un loueur de vélo pour tester. Ouais, Voilà, ou même je suis sûre que les clubs aussi de cyclisme, ils doivent en proposer, je pense. très probablement, effectivement. Je crois qu'on a fait le tour de pas mal de questions. On en avait aussi traité déjà dans le cœur du sujet. Est-ce que tu avais d'autres points à ajouter qu'on n'aurait pas évoqués? Non, tu sais, je pense que j'aurais d'autres choses. On aurait dû faire l'épisode En 8 fois. en deux parties, tellement il y a de choses à dire sur le cyclisme. Mais il faudrait peut-être qu'on fasse un épisode sur comment on a progressé, comment on est devenu accro au cyclisme, parce que tu en as pas trop parlé. Mhm. Mais voilà, écoute, je pense qu'on peut passer au coup de cœur. Un petit coup de cœur. Ouais, alors moi, je voulais partager mon coup de cœur pour les livres Blackwater, que j'adore. J'en ai déjà parlé sur ma dernière vidéo lecture, mais là, je suis au tome 4 et je suis à fond. Il y en a 6. J'ai acheté les 6. Je suis trop fan. En fait, je n'arrive pas à en parler sans dévoiler l'intrigue, donc c'est un peu compliqué. Mais pour moi, c'est un mélange de Dallas, mais en même temps, ça a lieu dans les années 30, enfin dans les années 20-30. Dans le trou du cul des États-Unis. Et il y a aussi un petit côté fantastique, mais pas fantastique, surréaliste plutôt. Il se passe des choses un peu bizarres. Et j'adore ce côté-là qui ajoute un peu de piquant. Et ouais, j'adore ces livres. Je sais qu'on est plein de personnes à en parler en même temps, d'autres influenceuses, d'autres... mais on s'auto-influence et j'avais vraiment envie de partager ce coup de cœur pour ce livre. Enfin, ce livre, il y en a 6 quand même. Mais je peux vous assurer que dès que vous avez lu le premier, c'est pire qu'une série Netflix. Vous voulez absolument savoir ce qui se passe dans le prochain épisode. Et d'ailleurs, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas encore eu une adaptation, qu'il n'y ait pas encore eu une série qui reprend Blackwater. Voilà. Blackwater en un seul mot. Sachez que je l'ai recommandé à mon ostéo, en fait à tout le monde à qui je discute. Je fais « Ah, mais en ce moment, je lis ». Alors vraiment, là, il fallait que je le mette dans cet épisode de podcast. Et toi, mon bébé? Magnifique. Moi, c'est un documentaire qui vient de sortir aujourd'hui, que j'ai eu la chance de voir un peu en avant-première. C'est le documentaire Projet 3000, qui est en fait projet 6 amputés qui sont allés faire une randonnée pour atteindre un sommet à 3000 mètres d'altitude. Notamment Boris Pied-de-Robot qui était un petit peu à l'origine de ce projet, et c'est un documentaire hyper inspirant parce que on y découvre des personnes qui finalement s'étaient complètement bloquées à la pratique de la randonnée ou même du sport pendant des années parce qu'ils n'avaient pas accès à des lames adaptées pour cette pratique. Et les voir s'épanouir là-dedans et se dire que finalement c'est possible, c'est hyper beau et émouvant. Donc je vous le conseille, voilà. Le projet 3000 qui est sur Salomon TV. Écoutez, on vous annonce le prochain thème de l'épisode, du 3e épisode de notre saison 4. Ça fait beaucoup de chiffres tout ça. Alors le prochain thème sera « Pourquoi toujours plus ?» Oui. Pourquoi allonger toujours plus la distance? Voilà, pourquoi après un semi on veut faire un marathon? Pourquoi après un half Ironman on veut faire un Ironman? Voilà, et c'est vrai qu'en sport, cette soif du toujours plus, d'aller toujours plus vite, d'aller toujours plus loin, d'être toujours plus performant. Pourquoi forcément aller toujours plus loin? Est-ce que c'est bon d'aller toujours plus loin? Voilà, on va essayer de s'interroger là-dessus. C'est un thème un peu philosophique, mais voilà, on a encore entendu l'interview de quelqu'un qui disait « Ouais, j'ai fait le l'enduroman. Fait le Norseman, et après je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire l'enduroman. Pour les personnes qui connaissent pas l'enduroman, il y a une petite traversée de la Manche dedans, au passage.
Donc voilà, c'est un peu ce thème-là. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. Est-ce que vous êtes toujours dans le toujours plus ou est-ce que vous êtes sorti de cette spirale du toujours plus et surtout à nous envoyer vos questions à ce sujet-là. Parce que c'est vrai que c'est un peu nébuleux, mais j'espère que vous nous avez compris, c'est l'essentiel. En tout cas, on espère que cet épisode à rallonge vous aura plu et on vous fait plein de petites bises. On vous dit à très vite. On espère en croiser quelques-uns d'entre vous à la réunion si cet épisode sort à temps. Voilà. À bientôt tout le monde. Bye bye. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner via l'application que vous utilisez actuellement pour nous écouter. Vous pourrez ainsi recevoir gratuitement les prochains épisodes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire sur Instagram en nous taguant à PMPT Podcast ou en nous laissant 5 étoiles sur l'appli Apple Podcast. Vos appréciations et commentaires nous encouragent beaucoup. Merci pour votre soutien et fidélité. Et surtout de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et rendez-vous le mois prochain.